quart de finale, retour du championnat de France de rugby. L'USAP reçoit le Castres Olympique. Bonjour à tous, sacrée ambiance, vous l'avez vu. Alors pour résumer la situation, on peut dire que lors des matchs allés, aucune équipe n'a atteint le point de non-retour. C'est donc que les matchs retour vont être très serrés. À commencer par ce Perpignan-Castres dans un stade Gilbert Brutus en délire. Gilbert Brutus, c'est le stade du 13 catalan, mais qu'il a prêté aux voisins quinzistes parce que Aimé Giral, l'antre habituel de l'USAP, est en travaux. On y construit une grande tribune qui prouve les ambitions de Perpignan pour les saisons à venir. Ces ambitions, on en reparlera. Serge, bonjour. Bonjour Eric. 6 points d'avance pour Castres à l'issue du match aller. C'est sûr, ce ne sera pas suffisant. Très certainement pas. D'autant plus que lors de la première phase de championnat, ces deux équipes avaient eu des matchs très serrés, ne les séparant que d'un seul petit point. Et 6 points au niveau des quarts de finale, je crois très sincèrement, avec les arguments qu'elles peuvent revendiquer, elles peuvent avoir toutes les deux leur chance. Alors les caméras de François-Charles Bidot sont dans les vestiaires de Perpignan. C'était il y a quelques minutes. Les joueurs venaient d'arriver. Bernard Gouta se fait bander la cheville. Thomas Lièvremont reçoit quelques soins au poignet qui lui a causé quelques soucis. Voici le tableau des quarts de finale. C'est serré partout. C'est Montferrand qui a creusé le plus gros écart. 9 points d'avance sur Toulouse. 5 points d'avance pour Bègles. Match nul entre Narbonne et Colomiers. 6 points d'avance pour Castres. Vous verrez 3 de ces quarts de finale à la télévision ce week-end. 2 comme chaque année bien entendu sur Canal. Perpignan-Castres aujourd'hui. Colomiers-Narbonne demain à 14h35. Toulouse-Montferrand chez nos confrères de France 2 tout à l'heure à 16h. Le match Stade Français-Bègles ne sera pas télévisé. Si vous êtes en région parisienne et que vous avez envie de voir un très gros match de rugby, rendez-vous à Jean-Bouin demain, coup d'envoi à 15h. Voilà, et maintenant Serge, si on ose dire, on va commencer cette retransmission en faisant un retour sur le match aller pour voir ce qui s'est passé entre les deux équipes dimanche dernier au stade Pierre-Antoine de Castres. Regardez cette mêlée, Monsieur Pérez, l'arbitre, va siffler un coup franc. On est en début de match, coup franc pour les Castrés, que Séguier joue vite. Alors il y a une petite polémique autour des points qui vont suivre. On disait qu'on n'avait pas le droit de tenter de drop à la suite d'un coup franc. La règle a été modifiée. Les Castrés vont provoquer des points de fixation. Les Perpignanais ont plaqué. Le ballon est disponible pour Séguier qui donne à Castagnède qui passe le drop. 3-0 pour Castres. Monsieur Pérez accorde fort logiquement ce drop au Castré. Il était valable. Réplique perpignanaise. Dégagement raté de Saramea. Récupération Benoît Bello pour Perpignan. Bello qui passe, qui trouve le soutien de son troisième ligne d'Heureux. Il va y avoir une mêlée ouverte. Le ballon va sortir très vite pour Basset. Beaucoup de volume de jeu côté perpignanais. Bello qui sert au cordeau. Le centre Plana qui va aplatir entre les barres avec la transformation de Bello. L'USAP mène sur la pelouse de Castres. Pour bien planter le décor, les quelques mauvais gestes qui ont entaché ce match, une manchette de Dallariva sur Bello, un plaquage à retardement de Payard sur Castagnède et puis un marché là de Fourny dans cette mêlée ouverte. Les deux Perpignanais vont recevoir des cartons jaunes et malgré ça, à 13 contre 15, Perpignan va marquer 6 points dans ce drop de Bello, alors que vous allez les voir sur le bord de la touche, eh bien Fourny et Payard ne sont pas sur la pelouse. Fin de première mi-temps, Séguier pour Castagnède, bis repetita, un drop de Thomas Castagnède qui avait aussi passé des pénalités. Mi-temps 13-12 pour Perpignan. Et en deuxième mi-temps, un petit en avant, là peut-être discret, d'Allinger qui n'empêche pas les capitaines castrés d'aller marquer. Le score final 25-19 pour Castres. Rien n'est joué dans l'affrontement entre ces deux équipes. On est dans le vestiaire catalan avec Fourny ici au premier plan. Mauricio Ricciardo, pilier, qui sera remplaçant côté castré. On rappellera que Perpignan a terminé premier de la poule 2 et numéro 2 de la première phase du championnat derrière Toulouse. Et les Castrés se sont qualifiés in extremis lors de la dernière journée contre Pau. Voilà, en battant Pau à domicile, vous l'aviez suivi lors de notre multiplex. Les Perpignanais sont allés s'entraîner sur le petit terrain derrière. Et regardez le stade Gilbert Brutus, plus de 10 000 personnes massées dans ce stade un peu vétuste qui va être un véritable chaudron. On peut le dire, c'est un mot qu'on n'emploie pas souvent pour le rugby, mais vous pouvez faire confiance aux supporters catalans
pour mettre énormément d'ambiance. Ici, le pilier Stéphane de Bezombe, il prend pas sa douche, rassurez-vous, mais petit massage et échauffement des muscles avant le match. Pilier gauche, Renaud Payard, assouplissement. Ces deux joueurs vont avoir un rôle essentiel parce qu'on sait que la mêlée catalane a souffert lors du match aller. Et ils ont perdu 5 ou 6 ballons sur leur propre introduction. Alors avant de suivre les duels très serrés de ces quarts de finale, nous allons vous proposer aujourd'hui un reportage sur l'une des évolutions les plus marquantes et les plus récentes du rugby. On va parler des bouchons, alors pas évidemment les bouchons des retours de week-end, mais les bouchons que l'on peut traduire aussi par caramel, cachou, tampon, rentron, enfin bref, vous avez compris, on va parler des plaquages. Les plaquages qui ont beaucoup évolué depuis la modification de certaines règles et aussi depuis le changement de gabarit des joueurs. On voit de moins en moins de plaquages aux jambes dans le rugby et de plus en plus de plaquages en haut du buste, en haut du torse, pour essayer de faire perdre le ballon à l'attaquant. Ce dossier sur les plaquages a été tourné par Stéphane Le Goff. Évolution symptomatique du rugby moderne, la défense et les plaquages en particulier ont considérablement évolué ces dernières années. Conséquence de deux phénomènes, puissance athlétique surmultipliée des joueurs, mais aussi changement important des règles du jeu sur les phases statiques, notamment le plaquage, initialement arme défensive, est devenu aussi et surtout un instrument de conquête. Forcément, ça change tout. Aujourd'hui, il y a moins d'incertitudes dans la conquête directe, à savoir la mêlée et la touche. Donc, il faut aller récupérer le ballon ailleurs. Et récupérer le ballon ailleurs, c'est au niveau de la défense, au niveau du plaquage. D'où ensuite, pour le défenseur, l'obligation d'être très, très explosif dans son plaquage, qui doit être un plaquage décisif. Quoi de plus explosif et déterminant que ces plaquages de plus en plus fréquents au niveau du buste afin de faire vomir le ballon à l'adversaire. Du classique plaquage aux jambes, toujours d'actualité, les défenseurs montent de plus en plus haut sur l'homme. La lutte pour la gonfle est aujourd'hui une lutte sans pitié. Pour moi, c'est sûr, c'est en rugby, certainement le geste qui se rapproche le plus à une sorte de chaos, si on peut comparer ça en boxe, où c'est vraiment l'affrontement un contre un, et bon, les deux antagonistes ont envie de passer sur le corps de l'autre, donc c'est vraiment... Enfin, moi, si je fais un gros plaquage, je me relève, j'ai envie de regarder le gars que j'ai plaqué, c'est vraiment un grand défi, quoi. Un défi qui atteint son paroxysme au football américain. Aujourd'hui plus physique, le rugby lui aussi développe des joueurs de plus en plus puissants sur les impacts, évolution inéluctable du rugby moderne. Plaqué haut pour empêcher la libération de balles, voire mieux, la récupérer. La défense est aujourd'hui capitale, primordiale. C'est d'ailleurs là qu'on a les meilleurs ballons de récupération, donc les meilleurs ballons d'attaque, car forcément le jeu est à ce moment-là désorganisé, alors qu'on se rend compte que sur les phases placées, statiques, mais les touches, les défenses sont bien organisées, bien ordonnées. Et si on peut récupérer dans ce jeu en mouvement des ballons sur des plaquages, il est sûr que ce sont les meilleurs ballons. Le plaquage tampon au niveau du haut du corps est donc devenu un véritable défi physique aux défenseurs de se donner les moyens d'avoir l'ascendant. Je crois que les gars sont de plus en plus affûtés physiquement, et bon, c'est un défi physique, hein, le plaquage, hein, donc c'est le plus costaud qui passe, hein, même si on arrive à deux, il arrive que à Loumou, on peut passer 3 ou 4 joueurs en revue, même des gars qui viennent de plaquer en haut, en bas. Et oui, le rugby est désormais devenu un combat à tous les niveaux, et si la parade à ces terribles plaquages s'appelle pourquoi pas effectivement Loumou et sa phénoménale puissance, les plaqueurs, eux, ont enfin retrouvé leur lettre de noblesse, et finalement, peu importe la manière, pourvu que ce soit efficace.
vainqueur vraisemblablement cet après-midi. François-Charles Bidot a une image à nous montrer. C'est l'avertissement de Monsieur Dumay, l'arbitre de ce match, aux deux capitaines. Deux grandes choses extrêmement importantes. D'une part, le jeu au sol, attention le jeu au sol, et d'autre part, le jeu du but. Là aussi, attention, on prendra nos responsabilités. Ça c'est clair, on prendra nos responsabilités. Si tout se passe parfaitement bien, notre porte de vestiaire à la fin du match, elle sera grande ouverte. Je sais qu'il y aura un déçu parmi vous, mais c'est comme ça. Ça s'enlève et on pourra s'expliquer. Si ça se passe moins bien, la porte elle restera fermée, mais on continuera malgré tout à prendre nos responsabilités de trouver la dessus. Monsieur Echenne, qui est le délégué sportif, qui lui aussi sait ce qu'il a à faire et vous le La composition des équipes, Perpignan, pilier droit, Stéphane de Bezombe, talonneur Michel Cognac, pilier gauche, Renaud Payard. Deuxième ligne, Jérôme Cradal, Mike James, le Canadien. Troisième ligne, centre et capitaine, Thomas Lièvremont. Numéro 6, Sylvain Dereux. Numéro 7, Gérard Majoral. La charnière, Jacques Basset, Benoît Bello. Au centre, Hervé Laporte qui remplace Barrault blessé et Didier Planard. Aux ailes, Halloween Joubert, Grégory Tutard. À l'arrière, Gérard Bastide, l'USAP entraîné par Alain Yardet et Alain Texidor. Les visages sont tendus, vous l'aurez remarqué pour ces compositions d'équipe. Maintenant, le Castres olympique. Première ligne, Thierry Laforgue, Christian Batut, Laurent Toussaint. Deuxième ligne, Thierry Bourdet, Jean-François Gouragne. Troisième ligne, centre, Nicolas Allinger, capitaine, Bruno Dallariva, José Dias. La charnière a le sourire, Frédéric Séguier, Thomas Castagnède, c'est peut-être un signe. Au centre, Denis Bédé, Jean-Marc Oé. Aux ailes, Philippe Escal, Hugo Mola, première fois titulaire de sa saison et depuis sa grave blessure. À l'arrière, Olivier Saramea. Castres entraîné par Thierry Merlos et Christian Gajard. Et on attend maintenant la sortie des deux équipes. Le public attend. Il y a un petit peu moins d'un millier de castrés pour 10 000 Perpignanais. Et il est évident que ça va peser sur le match. Et ça risque de leur faire drôle aux castrés lorsqu'ils vont rentrer sur la pelouse du stade Gilbert Brutus, où l'USAP a déjà joué une fois cette saison. Le dernier match de poule à domicile avec une victoire contre Grenoble. Eric ? Oui, Pierre. Oui, et vous parliez de l'entrée des joueurs sur le terrain. Eh bien, l'USAP rentrera à gauche de nos caméras puisque Thomas Lièvremont a gagné le toss. Il a donc choisi le terrain et ce sont les castrés qui donneront le coup d'envoi de cette rencontre. Et on va vous laisser écouter pendant 30 secondes d'ambiance la sortie de l'équipe de l'USAP. Et voilà, c'est ça les phases finales du championnat. C'est pour ça qu'on vivra aussi tout au long d'une saison. Et ça va être fantastique cet après-midi, comme si vous y étiez. C'est un poète catalan, Albert Bossil, qui a dit «
le bleu de notre ciel, l'or de notre soleil, le sang de notre race. Voilà pourquoi les Catalans vont se battre cet après-midi. Ils ont 6 points à remonter. C'est parti, Thomas Castagnède a donné le coup d'envoi de ce match. Non, avec une interruption de M. Dumais. Il y a un joueur castré qui est parti devant le coup de pied. Donc il y aura une mêlée avec introduction à l'USAP. On va le voir en bas de l'écran, voilà. L'ailier castré qui est parti juste avant. Faux départ et première mêlée. Serge, vous le disiez, les Perpignanais ont été chahutés dans ce secteur du jeu au match aller. Oui, chahutés, ils ont perdu 5 ballons et on le voit sur cette première mêlée, ils sont pénalisés avec une des premières lignes les plus fortes en France, la première ligne castraise. Et il y a un coup de poing qui est parti. Monsieur Dumais va devoir être intransigeant en début de match. Renaud Payard, qui avait pris un carton jaune au match aller, a pris une droite d'un avant castré. Monsieur Dumais va calmer tout le monde et confirme sa décision avec un coup franc pour les castrés. On la revoit. Mais il n'y a rien du tout après. Allez, on revient vite sur le jeu. Allez, on joue rapidement. Avec la charge de Dallariva pour Castres. Bruno Dallariva plaqué à hauteur des 40 mètres. Ballon conservé par les castrés. Ça ressort pour Séguier. Séguier Castagnède. Castagnède lance l'attaque avec une mauvaise passe. Il y a eu un tampon sur le 3/4 centre sur Jean-Marc Oé. Les castrés ont reculé. Séguier, Castagnède va jouer au pied. Il a cafouillé un peu. Hors-jeu, position d'hors-jeu de la défense perpignanaise. C'est de la folie ici. On voit une équipe de Castres qui essaie de monopoliser le ballon afin de priver les Perpignanais du soutien de leur public et surtout de les couper de toute velléité en début de match. Il y a une ambiance invraisemblable. On a du mal à s'entendre, mais Olivier Saramea de son pied gauche trouve la touche entre les 40 mètres et les 22 mètres dans le camp de Perpignan. Oui, même sous la pression, alors qu'on le voit, il va y avoir une mêlée ouverte qui va se mettre en place. Et vous parliez... Voilà, le ballon va être extrait et la défense perpignanaise est hors jeu. Oui, Pierre. Oui, vous parliez d'ambiance il y a quelques secondes. Et bien tout à l'heure, quand les castrés sont rentrés sur le terrain, les yeux des castrés, ils étaient en état de choc, ces joueurs, en découvrant l'ambiance indescriptible qu'il y a dans ce stade Gilbert Brutus aujourd'hui. Lancé Christian Batut, le talonneur castré, avec un ballon gagné par les Catalans. Majoral. Un molle, mais les Perpignanais sont bousculés par les castrés. Allez, c'est le demi de mêlée de Perpignan pour son ouvreur Benoît Bello, qui ne cherche pas, qui trouve la touche. Oui, la trouve, qui trouve la touche. Il faut signaler, on n'a pas eu trop le temps aussi, Eric, les castrés jouent avec l'avantage d'un léger vent. On peut dire léger pour Perpignan, effectivement, et c'est une bonne chose pour les castrés moins habitués à gérer le vent que les Catalans. Ça aurait pu être très déstabilisant pour Thomas Castagnède, le buteur, s'il y avait une forte tramontane aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Voilà. Le talonneur de Castres, Christian Batut. Et encore un ballon gagné par les Catalans, même si la pression aussitôt est castraise. Oui, position hors-jeu. Allez. Position hors-jeu sur la prise de balle à deux mains de Thomas Lièvremont. Et Perpignan qui joue dans son maillot sang et or aujourd'hui. Perpignan, c'est un peu le Lens du rugby. Les castrés ayant choisi de jouer avec leur couleur habituelle, le bleu et blanc, puisque vous savez qu'en rugby, bien sûr, c'est l'équipe qui se déplace et qui choisit son maillot. Benoît Bello en grande forme, je dirais presque en forme internationale cette saison. Lancé pour Michel Cognac, le talonneur de Perpignan, qui remplace Jacques Lançon qui s'est blessé au match aller et forfait pour le retour. Cognac, il s'applique, il lobe James, mais il trouve Majoral. Allez, peut-être pour la première attaque de Perpignan. Oh, pour le drop peut-être aussi, à la sortie de ce... c'est Bello, le drop qui part, il va passer à côté. Oh, il est passé à côté. Attention quand même au rebond, Saramea. Et puis de toute façon, c'est un ballon mort. Il y aura renvoi au 22. La première occasion du match pour Benoît Bello. Alors, on va se rendre compte que les castrés risquent peut-être d'essayer de déplacer le jeu et donc d'éviter l'affrontement direct dans un premier temps. Voilà, Thomas Castagnède qui tape loin dans les bras de Thomas Lièvremont.
Thomas Lièvremont qui est vite plaqué, qui se retourne bien pour libérer son ballon. Bassé, Bello, on va peut-être attaquer avec Alwin Joubert, le 3 carré droit qui est venu à l'extérieur de son demi d'ouverture et ça repart. Bello encore cette fois à l'intérieur. La charge du pilier Payard. Bassé encore, Bello et on donne du mouvement avec deux en percussion sur Castagnède. Ça va ressortir. Bello intérieur, Payard encore, bien stoppé par Allinger. Allez, on va repartir sur le petit côté avec Bello. Ou avec Thomas Lièvremont, aura plutôt. Il est stoppé par Diaz, Thomas Lièvremont. Le soutien est là. Et on relibère vite le ballon pour Bello. Bello qui chante la passe, qui passe le ballon. Il va y avoir pénalité. Et voilà qui est fait, voilà qui est signalé par M. Joël Dumais. Alors que l'on a vu deux fautes dans l'intervention de la défense castraise. D'abord une cravate et après un plaquage à vide. Puisque Bello avait passé les bras dans le dos de son adversaire direct. Et c'est signalé tout cela par Monsieur Dumais. Et on a eu un aperçu, Serge, du jeu catalan de cette saison, c'est-à-dire un jeu où vraiment, on tente tout, on joue beaucoup au large. Surtout. Oui, on alterne extrêmement bien du côté catalan. On va chercher le défi au ras, on l'éloigne un petit peu, on renverse. Ah oui, regardez, on voit le joueur perpignanais qui se tord vraisemblablement le genou. Espérons que ça ne va pas être trop grave. Oui, en cas de coup dur, on a fait descendre Laurent Saliès qui pourrait remplacer Benoît Bello, mais Benoît Bello a l'air de récupérer. Oui, mais là c'est quand même un point essentiel du match parce que Bello, c'est vraiment la plaque tournante du jeu de l'USAP cette saison. C'est le meilleur marqueur. On a dit qu'il avait pris une dimension internationale au point que les entraîneurs de l'équipe de France pensent l'amener en tournée en Argentine. Et là, ce serait un terrible coup dur pour l'USAP si Benoît Bello devait sortir. Alors Laurent Saliès, effectivement, avec le numéro 17, est prêt à rentrer. Il a disputé quelques matchs. Mais s'ils le perdent, c'est un pourcentage très élevé que les Perpignanais vont perdre cet après-midi. Un pourcentage de points, bien sûr. Ouais, parce qu'avec Thomas Lièvremont devant et Benoît Bello derrière, c'est autour d'eux que s'articule le jeu catalan. Et la blessure au genou de Benoît Bello qui se confirme, puisque vous voyez la civière, mais il ne veut pas monter sur la civière. Écoutez le public, il encourage. Oui, mais c'est fini, il sort, il quitte le terrain, Benoît Bello. Il a très mal. Et il grimace. C'est les ligaments, très certainement. Et on a vu, c'est sur le plaquage au haut, mais c'est accidentellement qu'il s'est tordu le genou. Et là, c'est une donnée énorme qui change dans ce match entre Castres et Perpignan. C'est un peu comme si Castres perdait Castagnède. Benoît Bello obligé de quitter la pelouse pour un remplacement qui sera définitif. De toute façon, vous voyez son rictus, sa grimace. En torse, on saura quoi plus tard. Mais le meneur de jeu catalan vient de quitter la pelouse. Remplacement donc avec Laurent Saliès. Bien sûr, c'est un joueur talentueux, Laurent Saliès, mais l'influence de Bello était énorme. On ne peut que vous le répéter. Et moralement même, je dirais, pour les joueurs de l'USAP, c'est sur un très dur à supporter. Ils perdent aussi leur buteur et Laurent Saliès va le suppléer. Il faut quand même être fort dans sa tête parce que rentrer et taper la première pénalité du match, c'est pas du tout évident. Saliès, voilà qui est fait, ça passe à côté. Ça passe à droite. 0-0 ici entre Perpignan et Castres. 6 points d'avance pour Castres, vous le savez, sur l'ensemble des deux matchs pour l'instant. Et des cartes redistribuées avec la sortie de Benoît Bello. Coup d'envoi des 22, loin de Thomas Castagnède, dans les bras de l'autre leader perpignanais, Thomas Lièvremont, qui doit remettre vite son équipe dans le sens de la marche pour pas que la sortie de Bello les pénalise moralement. Saliès avec Alwin Joubert, bien pris par Dallariva. Bassé avec James Ora, retourné, il parvient à libérer son ballon. Bassé encore, Saliès pour Laporte. Avec un point de fixation, on va libérer dans le mouvement le ballon, voilà qui est fait. On repart au ras. Mais l'ouverte est position d'hors-jeu à nouveau. Pénalité pour Perpignan. Oui, avec une pénalité signalée contre les Castrés à cause de la première faute au sol. On l'a vu dans le geste, M. Dumais a reproché à la défense castraise d'aller dans le camp perpignanais. Alors blessé côté catalan, c'est le talonneur Cognac. On le voit, voilà, on a vu que le plaqueur est tombé dans le camp perpignanais et il n'a pas pu se dégager à tard, il est pénalisé. Première faute signalée. Faute au sol contre les Bleus.
Voilà, Michel Koniekevich. On attend, oui, top. Il se fait appeler Michel Koniek, c'est plus simple. Talonneur aujourd'hui de l'USAP. Deuxième pénalité que va tenter Laurent Saliès, alors que Laurent Toussaint, le pilier gauche de Castres, est blessé lui aussi. On attend, hein. Ah, c'est une entame de match qui fait des dégâts. Tout à fait correct, avec un engagement physique impressionnant. Et donc surtout amené par les Perpignanais, puisqu'ils sont maîtres du ballon depuis le départ de la rencontre. Alors on voit un coup de genou, vous avez vu, c'est un coup de genou sur Toussaint. Alors, avoir la deuxième tentative de Laurent Saliès. Je vous rappelle les performances de ces deux clubs l'an dernier lors des phases finales. Les deux avaient été éliminés en 8e et les deux de 3 points. L'USAP par Bègle et Castres par Pau. Et cette année, une de ces deux équipes sera en demi-finale du championnat. Et en demi-finale, le vainqueur de ce match rencontrera le vainqueur de l'affrontement entre Colomiers et Narbonne, que vous suivrez demain devant les caméras de Canal, 14h35. Laurent Saliès. Énorme charge sur les épaules de ce jeune garçon. Complètement raté. Rentrer comme ça dans un stade aussi chaud, avec la difficulté de devenir le buteur de l'équipe, c'est sans doute très lourd pour ce garçon. Maintenant, on va lui laisser le temps parce qu'il vient de rentrer. Il aura peut-être le temps de rentrer petit à petit dans le match. Encore une fois, Thomas Castagnier de très loin sur Saliès, justement. Temporise un peu. Allez, il faut remonter, il faut se presser pour remonter. Oui, parce que ça n'allait pas rentrer dans l'embut. Petit coup de pied par-dessus. Il prend des risques, Laurent Saliès, il peut avoir le rebond. Oui, il a été retenu par le maillot. Il y a un en avant juste qui a précédé la faute de tirage de maillot. Il y a un en avant rouge. Il y aura une mêlée avec introduction pour Castres. Ne me dites pas que Saliès s'est fait mal aussi parce qu'il a du mal à se relever après cette action. On attend. Voilà, c'était à VAR, la Navarre. C'est juste à VAR et c'est vrai qu'il y a eu un tirage de maillot. Attendez. Mais dans un deuxième temps. Voilà, il reprend sa place difficilement, Laurent Saliès. Introduction pour Frédéric Séguier, le demi-de-mêlée de Castres. Oui. J'ai des nouvelles à vous donner de Benoît Bello, elles sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes du tout. Il a une sérieuse entorse selon le médecin du club. Et un petit geste quand même a fait remarquer après cette action, si vous voulez bien. Oui, alors qu'il y a une mésentente là entre les attaquants Castré, Bedé et Saramea. Ballon qui... Oui, attention, ballon, faute au sol très certainement. Oui, c'est la deuxième faute au sol. Contre les Castrés. Oui, alors que le ballon avait été perdu par les Castrés, récupéré par les Perpignanais. Et le joueur au sol est allé ratisser ce ballon dans le camp perpignanais. Serge, entorse du genou. C'est fini, c'est fini pour s'envole. C'est fini pour cette saison et surtout pour la tournée. Quelle tristesse pour Benoît Bello. Voilà, on voit la faute au sol d'Alariva qui va chercher le ballon dans le camp perpignanais. Et je vous parlais d'un beau geste de la part des Castrés. Philippe Garrick qui a accompagné ses partenaires aujourd'hui mais qui ne joue pas est allé dans le vestiaire réconforter Benoît Bello. Il l'a accompagné jusqu'à l'infirmerie. C'était un beau geste. Oui, c'était à souligner, d'autant quand même que l'entame du match n'a pas été parfaitement réglo de tous les côtés. Mais bon. Allez, lancé Michel Koniek pour l'USAP. Allez, arme une par Pradal, capté en début d'alignement. Ballon dans les bras de Koniek justement, qui insistera avant de libérer pour Bassé. Bassé pour Majoral, pour Joubert, pardon. Alouine Joubert, le 3 carrel sud-africain de l'USAP. C'est perdu. Il y a un en avant. Alors qu'on est allé rechercher ses avants par l'intermédiaire de Joubert. Et il y a une faute de main. On ne pousse que lorsque le ballon est introduit. Il est indispensable que les Perpignanais puissent concrétiser la domination de l'avant-match s'ils ne veulent pas se démoraliser. Attention, on le remet. Il a sifflé, M. Dumais. On le remet pour les Bleus. Refaire la mêlée. Allez, Séguier à l'introduction. Première ligne se sont effondrées encore une fois. Toujours ces problèmes en mêlée. Attendez. Oui. Non.
Allez, introduction Frédéric Séguier de nouveau. Cette fois ça tient. Et dans l'axe pour Castagnède, peut-être, non? Pour lui-même, Séguier. Difficulté. Oh là là, il va pas trouver la touche. Il va pas avoir un ballon de relance pour Joubert. Alwin Joubert est parti. Et tampon énorme. Et puis il libère. Hop, il récupère le ballon, c'est bon. Avec Saliès Chandel de l'ouvreur de Perpignan. Ça va être chaud, attention à la réception de ce ballon. Saramea, mais aussitôt Majoral est sur lui. Il n'y a pas d'arrêt de volée en plus, fait signe Monsieur Dumay. Et les Catalans vont-ils récupérer le ballon? Ils sont sous les poteaux, Monsieur Dumay siffle l'introduction pour Perpignan. Oui, ballon chaud. Bonne réception en deux temps de Saramea. Et il a été pris sous la pression. L'arrière castré. Progression du pack perpignanais. Il récupère l'introduction sur cette mêlée. Toujours 0-0 et Perpignan qui a perdu son Monsieur Drop avec Bello qui en avait passé 13 cette saison. Départ de Thomas Lièvremont au ras de la mêlée. Encore 5 mètres, Bassé qui écarte, Saliès pour Tutard. Le premier essai du match sur son premier ballon inscrit par Grégory Tutard, un ancien trésiste qui est venu perforer la défense de Castres. Tutard qui est venu à hauteur de Laurent Saliès après ce point de fixation de Thomas Lièvremont. Et on a vu toute la puissance de l'ailier catalan qui a eu envie de dévorer l'espace, qui a eu envie d'aller derrière la ligne de but. Castres, on le revoit ralenti, regardez, il échappe à 2 plaquages, à 3 plaquages, et il va plonger en terre promise. Il y a de la hargne dans cet essai. La puissance de Tutard. Et on parlait des plaquages à l'avant-match, là ils ont cherché à le prendre en haut aussi, mais ils n'y sont pas parvenus. Grégory Tutard qui s'est imposé en fin de saison à l'aile gauche de l'équipe de l'USAP. Et Laurent Saliès qui passe la transformation. 7-0 pour Perpignan qui pour l'instant est qualifié. Regardez ça, la vitesse à laquelle il arrivait Tutard pour s'arracher au plaquage de Dias, de Castagnède je crois aussi, et aller dans l'embut. Eric? Oui Pierre. Oui, je suis à côté d'Alain Yardé. Alain, j'allais vous demander comment allez-vous organiser votre équipe avec la sortie de Benoît Bello. Et là, vous prouvez avec les joueurs sur le terrain qu'elle n'a pas été bouleversée. Non, je crois que depuis le début de la saison, on a un groupe de 25 joueurs. Aujourd'hui, on a les 25 joueurs. Il faut qu'on puisse arriver à trouver la parade à tous les niveaux. Et aujourd'hui, avec Laporte qui a pris le trou, qui trébuche. Et Alain Yardé qui s'est interrompu, bien évidemment. Oui, pénalité. Son centre pénalité, première faute au sol contre les Perpignanais. C'est James qui est allé dans le camp castré. Le point sur les fautes au sol. Mais ça fait 2 fautes au sol contre Castres et 1 faute au sol contre Perpignan. Et Olivier Saramea ramène le jeu dans le camp de Perpignan. Castres mené 7-0 ici sur la pelouse de Gilbert Brutus. C'est exactement le style de match auquel on s'attendait. Ça va être un grand quart de finale. Sans concession, sans cadeau. Physique. Et énormément d'engagement. Alors, Castres a un problème à régler en touche. Ils ont perdu 2 ballons sur leur lancée déjà. Et un troisième touche pas droite, ballon récupéré par les Castrés. De justesse. Et de toute façon, M. Dumay a sifflé. Parce qu'il y a un lancé castré qui n'est pas droit. Donc le choix est donné aux Perpignanais. Ils prennent une mêlée. Allez, à l'introduction, Jacques Bassé. Vous allez vous ligner, je vous prie. Et toujours ces légers problèmes en mêlée. Attendez. Jacques Bassé, le demi-de-mêlée de Perpignan, était le titulaire lors de la finale du Dumanoir gagnée en 94 par l'USAP, puisqu'Alain Macabio, qui jouait à la mêlée de Perpignan à l'époque, était en tournée avec l'équipe de France et que Macabio avait raté ce qui reste le dernier titre de l'USAP en date. Long coup de pied, tenant le ballon dans l'air de jeu. Mola, Saramea se sont un peu gênés. Dégagement de Saramea. Oh là là, il va trouver une superbe touche. En tout cas, il ramène nettement le jeu dans le camp de Perpignan et pratiquement à hauteur des 22 de l'USAP. Ici l'arrière, Gérard Bastide. Et toujours ces problèmes à régler pour ces Castrés qui ont intérêt à essayer de ménager, à essayer de contrer la fougue de leur adversaire et surtout à ne pas encaisser trop de points. On a vu que malgré la sortie de Bello, les Catalans, comme le disait Yardé, n'ont rien changé à leur système de jeu et qu'ils vont continuer à envoyer
les ballons au large. Cognac en début d'alignement. L'assurance de Jérôme Pradal, préféré en dernier moment à Alain Fourny, aux côtés de Mike James. Il a dévissé. Non. Coup de pied complètement raté, mais Monsieur Dumais avait signalé une position d'hors-jeu de la 3e ligne Castres. Donc il revient à la faute, il n'y a pas d'avantage. Et tout bénéfice pour Perpignan, qui va pouvoir dégager en touche et récupérer le ballon sur le lancer. Perpignan qui a réussi à être invaincu à domicile cette saison, que ce soit à Aimé Giral ou à Gilbert Brutus. Ou encore c'est dévissé, mais il va y arriver. Oh là là. Il rentre petit à petit dans le match, le jeune Salier. Serge, tout à l'heure vous parliez de l'écart minime entre les deux équipes lors des matchs de poule. À Perpignan avait battu Castres 20-19 et à Castres avait battu Perpignan 18-17. Oui, mais ce qui étonnait les Perpignanais, c'est qu'en mêlée, ils n'avaient pas du tout souffert lors de ces deux rencontres et qu'au match aller donc de ces quarts de finale, ils ont énormément souffert. Donc il se méfie de ce match retour. Lancé Cognac, encore une fois en courte, on assure les conquêtes avec Pradal. Oui, ballon récupéré. Bassé, Saliès, Plana. Bien pris par Diaz. Ça ressort pour Bassé. Charge au ras de Jérôme Pradal, encore lui qui fait un gros début de match. Bassé Cognac, le talonneur, le soutien est là, James. Le Canadien de Perpignan qui a re-signé à l'USAP d'ailleurs. Et on écarte encore. Saliès sur l'aile de Joubert, extérieur. Thomas Lièvremont qui retrouve Joubert sur le haut de la touche. Aloïs Joubert qui crochette. Le soutien, essai de la porte. Le deuxième essai de l'USAP inscrit par le 3/4 centre Hervé Laporte. Après encore un mouvement remarquable, Serge. Quelle ambiance, quelle envie de la part de ces joueurs perpignanais. Tout est fait au dynamisme et tout est fait par rapport à une envie de vaincre, une solidarité extraordinaire. Et surtout, il faut le souligner, il y a du jeu, c'est une équipe qui joue, qui a les ballons, qui les exploite bien, qui déplace le jeu à sa guise à l'heure actuelle. Et c'est tout à fait normal que le score en soit là. Regardez, on revoit, on distille bien, on fait une sautée sur l'extérieur pour Joubert qui remet à l'intérieur pour son 3e ligne centre, Lièvremont qui lui remet, et lui qui remet à l'intérieur à son centre, à la porte, et la porte qui va derrière la ligne. Le soutien permanent est partout, il ne le cache pas, Texidor et Yardé, il s'inspire de l'hémisphère sud du Super 12, c'est ambitieux, mais c'est pourtant le jeu que produit l'USAP depuis pas mal de matchs cette saison. Ça passe à côté, le score 12-0 sur l'ensemble des deux matchs. L'USAP a maintenant 6 points d'avance sur Castres. Regardez, Lièvremont, Raffut qui donne à Joubert qui va faire l'effort, crochet intérieur et qui va remettre à la porte, qui est là en soutien. Alors c'est vrai que c'est un jeu ambitieux, c'est un jeu complet, mais c'est un jeu qui est fait de défis physiques et mentalement, les Perpignanais ils sont bien présents cet après-midi. Et ils sont appuyés par un public énorme aussi. Le coup d'envoi de Castagnède, récupération de l'USAP avec Bassé pris par Dalariva. Bonne libération. Allez, on arrête le jeu et on va donner le ballon aux Castrés. On les attend, les Castrés, il faut qu'ils réagissent maintenant, les Castrés, parce que c'est vrai, jusqu'à maintenant, ils avaient bien contenu cette équipe perpignanaise. Maintenant, ils se doivent de réagir pour ne pas perdre le moral et puis surtout pour ne pas être distancés au point de vue du score. Alors, c'est une bonne mêlée qu'ils ont. Introduction, Frédéric Séguier. Comment vont-ils jouer? Va-t-il jouer au ras de la mêlée? Non, on écarte avec Castagnède qui va monter une chandelle. Elle est longue, la chandelle de Thomas Castagnède. Gérard Bastide, il est dans son embut et il aplatit. Ouais, regardez cette stat là, on voit les Perpignanais qui ont réussi 4 plaquages et les Castrés 21. Ça veut dire que les Perpignanais ont la possession du ballon et c'est énorme cette différence. Bravo 22. À la récupération, il y a Gouragne, Jean-François Gouragne pour Castres. Séguier, Castagnède, BD, non, il est sauté pour servir au Saramea, intercalé. Il y a un ballon au pied poursuivi là-bas pour Escale, le coup de pied direct en touche. Bon mouvement, bonne récupération de Gouragne et on envoie le ballon sur un pas avec une sautée. Castagnède qui donne directement à Saramea et Saramea qui rate son coup de pied. Après ils se sont un petit peu dégourdis les mains, les 3/4 Castrés sur cette action. Et là on voit l'ailier Escale qui demande de jouer au pied dans le dos de l'adversaire.
mais le coup de pied a été mal assuré. Allez, lancer Michel Cognac. Bassé sous la pression de Diaz trouve une petite touche et ce sera donc un lancer castré. Alors là il faut s'appliquer, il faut avoir les munitions pour vite quand même revenir au score, même si pour l'instant sur l'ensemble des deux matchs il n'y a que 6 points d'avance pour Perpignan. C'est-à-dire qu'un essai transformé remettrait les castrés devant. Lancer battu, bien capté par... Allez, bonne prise de balle de mer et là on progresse et on Moll qui est en train de progresser, d'avancer dans l'axe. Séguier demande ce ballon. Voilà qui est fait. Il a Castagnède. Oh, et bien joué. Bien joué pour Hugo Mola qui a été pris par une cuillère, qui se relève avec le ballon dans les 22 de Perpignan. Est-ce qu'ils l'ont conservé? Ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Et Perpignan maintenant qui provoque cette mêlée ouverte. Oui. Alors qu'il y a eu un beau mouvement des castrés avec Hugo Mola qui est allé en pénétration et qui malheureusement a perdu le ballon sur cette mêlée ouverte. Mais la défense castreuse a pu permettre à la récupération de l'introduction sur la prochaine mêlée. Oui, ce sera introduction Frédéric Séguier alors qu'un castré est au sol. Alors on va voir. On va voir, là on est en train de voir, on progresse, on va libérer le ballon. Séguier pour son demi d'ouverture, Castagnède, et là on fait une fausse croisée et on va à hauteur avec l'ailier extérieur. On revient vite sur le jeu avec un départ de Nicolas Allinger, pris par Dereux, le capitaine castré qui s'est bien retourné. Ballon pour Séguier peut-être pour le drop de Castagnède. C'est certainement, voilà qui est fait, ça part et ça va. Moi, ça passe à côté, mais de justesse. Hein. Il en avait réussi 2 au match aller, Thomas Castagnède. C'est passé à côté, le score toujours 12-0 pour l'USAP. Ah, il est sûr que quand Thomas Castagnède a le ballon dans les bras, dans les mains, il y a un grand frisson qui passe ici dans le stade. Pierre Buet sur la pelouse. Oui, avec, aux côtés de Christian Gageant. Christian, votre équipe a du mal à se défaire de cette équipe de l'USAP. Quelles sont les solutions? Peut-être déjà récupérer les ballons en conquête, non? Oui, on a manqué nos 3 premières conquêtes qui étaient faciles. Encore une fois sur la réception de coups d'envoi. Et l'USAP fait une excellente entame. Nous, à l'inverse, c'est catastrophique. Il va falloir très vite se ressaisir parce qu'en même temps, on se met à déjouer là maintenant et à craindre. Et le doute s'est installé. Et il faut faire quelque chose pour se ressaisir. Merci Christian. Oui, se ressaisir, c'est le mot. Alors qu'il y a un coup franc. Oui, coup franc. La première ligne qui s'est relevée. On l'avait vu tout à l'heure sur un coup franc comme ça. Castagni avait passé un drop au match aller. Charge de battute avec José Diaz maintenant qui s'écroule sur la ligne des 22 dans le camp de Perpignan. Séguier saute Allinger pour servir Castagnède. On est passé à vide. Castagnède n'a pas donné le ballon à son coéquipier qui est passé devant lui. Et monsieur Dumais, sanctionné par monsieur Dumais. A bien vu ce genre d'action dont on parle beaucoup depuis le début de la saison. On la revoit, Serge. Oui, regardez Thomas Castagnède avec son troisième ligne Dallariva. Il ne lui donne pas le ballon. Et du coup Perpignan se dégage et se rapproche de la ligne médiane avec lancé à suivre pour Michel Cognac. L'USAP qui mène 12-0. Oui, mais avec une équipe castraise qui est en train de se reprendre petit à petit. Alors c'est vrai qu'ils n'arrivent pas encore à élaborer tout à fait leur jeu, mais ils se reprennent, ils sont moins dominés, ils récupèrent plus de ballons et ils essaient d'argumenter et de jouer un petit peu plus. Les Castrés qui étaient encore en finale du championnat en 95 après leur titre de 93, qui avait éliminé l'USAP en quart de finale 95 justement au tir au but après avoir fait match nul après les prolongations. James Ademer, on vient bien se structurer. Allez, on progresse, on déroule un coup à gauche, un coup à droite, après dans l'axe et on libère. Charles Corora. On laisse. Et libération rapide pour Bassé. Lièvremort. Bassé écarte cette fois pour Saliès. Saliès Laporte. Beau plaquage. Oui. Et ça ressort. Saliès cette fois joue au pied, dévie sur son coup de pied, touche direct. Raté. Ouais. Là, le plaquage de Diaz, ils sont mis à 2. Diaz et Oé sur Hervé Laporte, l'auteur du deuxième essai
Catalans. Laporte qui remplace en dernière minute Mathieu Barrault, le très prometteur centre de l'USAP. Ils sont pas gâtés l'USAP. Ils ont perdu Bello, on l'a vu dans le match. Ils ont perdu Mathieu Barrault juste avant, qui avait été convoqué d'ailleurs à un stage de l'équipe de France et qui a eu une déchirure à la cuisse, qui a dû renoncer ce matin à participer à ce match retour. Tiens, puisqu'il y a un petit arrêt de jeu, Serge, on reprécise aussi qu'en cas d'égalité au score sur l'ensemble des deux matchs, il n'y a pas de prolongation qui sera disputée dans ces quarts de finale. On départagera les deux équipes en fonction du nombre de joueurs suspendus, en fonction du nombre d'essais, du nombre de pénalités. Et en cas d'égalité parfaite, ce qui a peu de chances d'arriver, il y aurait des tirs au but. En tout cas, il n'y aura pas de prolongation en cas d'égalité à la fin du match. Prise de Gouragne. Alors on progresse. Ballon au sol. Escale à hauteur. On lâche le ballon. Attention sur l'extérieur. Il peut y avoir essai poursuit au pied. Ils vont être les premiers, les Catalans. Et pouvoir se dégager. En tout cas, il y a une mêlée ouverte. Et on dégage. C'est Majoral. Oui, Majoral qui a dégagé et qui trouve la touche. On a vu de suite que l'étau perpignanais s'est refermé après cette superbe attaque Castres. Gérard Majoral, joueur emblématique de l'USAP. On revoit, voilà, passe au pied. Et là, de suite, on va se retrouver avec 3 joueurs perpignanais. Allez, on revient sur la touche parce que c'est un lancer castré dans les 22 de Perpignan. Batut. Il faut le récupérer vraiment du côté de Castres, ce ballon. Monsieur Dumais fait d'abord respecter le couloir. L'alignement. Allez, qui va sauter? Bourdet. Thierry Bourdet, impeccable. À deux mains. Allez, on va bien structuré, là on progresse. Là le pack castré est en train d'avancer. Avec Allinger qui trouve le soutien de Toussaint sur pilier gauche. Mais ça progresse. Ballon au sol. Séguier, Allinger en puissance, bloqué par 2 Perpignanais à 5 mètres de la ligne. Maintenant le ballon qui va ressortir pour Séguier. Écarte sur Castagnède, feinte la croisée avec Bénévent. Il faut donner. Il a donné la main donnée, il récupère pas. Il n'y a pas essai. Oh, quel mouvement. Superbe amorce avec un bon déroulé. On voit Thomas Castagnède, force croisée qui élargit sur son centre, sur Oé et Jean-Marc Oé qui commet un péché de gourmandise et qui oublie son ailier. Il fait une passe en avant, pardon. Quel dommage. C'était l'essai qui aurait pu remettre Castres dans le sens de la marche. Ça commence à chauffer. Ils se sont repris les Castrés. Ils sont dans le camp de Perpignan depuis quelques minutes. Ils sont pénalisés maintenant les Castrés sur cette mêlée. On pousse en travers, première ligne. Et c'est un coup franc pour Perpignan. Quelle action, mais quelle action. Bastille, il peut taper en touche, mais son équipe ne bénéficiera pas du lancer. Ah oui, là Jean-Marc Oé avait un ballon d'essai, une passe décisive à assurer pour Philippe Escal, qui aurait remis effectivement les Castrés dans le match. Mais pour l'instant rien n'est joué. 12-0 pour Perpignan et 6 points d'avance pour l'USAP sur l'ensemble des deux matchs. On est obligé de vous le répéter souvent parce que il faut tenir compte évidemment des scores cumulés des deux matchs. Batut. Prise de balle, Bourdet. Dallariva au soutien. Allinger qui vient. Allez, ballon au sol, Séguier, Castagnède. Il est bien pris Thomas Hope et il ne va pas se retourner. Oui. Voilà. Ballon récupéré par les Perpignanais très certainement. Exactement. Voilà. Saliès. Oui, pour son pied gauche. Et il trouve la touche, même si elle est petite. Et les Perpignanais marquent le coup un petit peu. Avec une équipe castraise, bien sûr, qui s'engage plus, qui réagit. Et là, on voit Thomas Castagnède, regardez, qui va au défi. 1, 2, il fixe 2 adversaires. Il n'arrive pas à avoir le temps nécessaire de libérer son ballon. Beau sandwich, Laporte est heureux sur Thomas Castagnède et bien sûr surveillé de très près. Lancé castré. Prise de balle, début d'alignement en Bourdet. Et on est mieux réglé du côté de Castres maintenant. Donc on assure la conquête en début d'alignement. Et le Moll castré qui progresse bien avec le ballon dans les bras de Thierry Laforgue. Allez, on repart. Avec Diaz. Séguier. Qui attend le soutien de ses avants. Ballon mis à disposition. Avec
Laforgue maintenant, le pilier droit. Laforgue. Et on écarte Castagnède BD. Hop là A cherché Adrien sur un pas, il a pris un tampon énorme, mais ballon conservé par les Castrés qui l'ont perdu maintenant. Récupération de Pradal pour Perpignan. Il y a peut-être un bon ballon de Cortre pour l'USAP s'ils sortent vite. Bassé, gêné par Batut. Monsieur Dumais laisse l'avantage. Laisse l'avantage avec Laporte qui n'a pas pu passer les bras mais qui libère maintenant son ballon. Dans le pénalité, on revient. Mola vient de donner un grand coup de pied et pénalité. On revient, ça n'a pas profité. Les Perpignanais avaient récupéré le ballon. Il y avait une faute et une position d'hors-jeu des Castrés. Monsieur Dumais a laissé jouer, il n'y a pas d'avantage, il revient. Alors Thomas Lièvremont appelle Gérard Bastide, l'arrière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense pas qu'ils vont tenter. Non, ils vont taper en touche très certainement. On va se rapprocher, on va calmer le jeu. Il faut vraiment assurer ce coup de pied. Bon, voilà qui est fait. Petite touche. Oui, petite assurée. touche, mais il y a quand même un petit peu de vent. Voilà, regardez. Superbe défense perpignanaise. Et le public du stade Gilbert Brutus, quel beau nom pour un stade, Gilbert Brutus, qui donne de la voix toujours. Et qui est sans doute fier de son équipe en ce moment. Lancé Cognac, James Davy d'une Oui, main. pas droit, c'est pas droit. Lancé pas droit, ça ne profite pas. Droit, rouge, bleu, qu'est-ce qu'on Il fait? y aura très certainement une mêlée qui sera demandée par les Castrés. Vous savez Serge que les espoirs et les cadets de l'USAP sont aussi en demi-finale du championnat de France. Ça classe quand même la réussite, la bonne santé d'un club. Allez, on voit le lancer pas droit. Allez, on joue sur le fermé. Séguier qui trouve une touche. Pour les Castrés, ils font pas une grosse entame de match, mais ils restent quand même dans le coup puisque l'écart au score n'est pas creusé. Mais ils se sont repris depuis quelques minutes et c'est vrai qu'ils sont de plus en plus dangereux et qu'ils monopolisent de plus en plus le ballon. Sans la légère faute du centre Castré tout à l'heure de Jean-Marc Coé, mais peut-être serait revenu au score. À 15. Pénalité pour les Perpignanais. Oui. Vous rentrez côté rouge. On rentre sur les côtés. On prend le ballon à deux mains du côté de Perpignan et les Castrés viennent se mettre en position illicite. Ils rentrent sur le côté du Mol. Regardez ce qui va se passer. Voilà. On voit le deuxième ligne Castré. Bourdet qui s'est fait sanctionner. Et bien du coup revoici les Catalans tout près des 22 de Castres avec lancé pour Michel Cognac. James est venu se positionner en début d'alignement. Le Mol catalan dans les 22 de Castres. Cognac, Corral, mis au sol, libère bien pour Bassé. On insistera encore avec Thomas Lièvremont, le capitaine. Et on reste qui a été bien pris à l'entrée des 22 Castrés. Rouge. Et mêlée, oui. Introduction USAP. Elle est ouverte, on a progressé. Et le ballon va être redonné à Perpignan. Et on voit toujours ce défi physique de cette équipe perpignanaise. Et là on voit Plana qui martèle et continue et essaie de faire en sorte que son équipe puisse avancer. Ça va? Ça pour être physique, oui, c'est physique. Hop, rouge, on n'avance pas trop là. Hein. Allez, une bonne mêlée pour l'USAP. Et son demi de mêlée, Jacques Bassé. Dans les 22 Castrés. Le public a senti qu'en cette fin de première mi-temps serait une bonne idée de rajouter quelques points avant le retour au vestiaire. Bassé. Saliès, Laporte. Point de fixation, il faut libérer le ballon. Voilà qui est fait. D'heureux pour Majoral. Un nouveau point de fixation, on aura de la mêlée ouverte. C'était Plana. Oui, Plana. Pour rien vous cacher, on a un poteau en face. Qui libère bien. À l'intérieur. Pour D'heureux, le troisième ligne casqué de l'USAP. Et Monsieur Dumais siffle. Oui, attention. Première faute
Il y a une position d'hors-jeu. Et une pénalité donnée à l'USAP, Serge. Oui, le stade de Gilbert Brutus est très très chaud, mais il y a deux poteaux terribles là qui nous cachent quelques points de terrain. On ne pouvait pas faire autrement, d'où quelques hésitations parfois. Enfin bon, on se réjouit de l'ambiance, donc tant pis. Eh bien, on va pas la tenter, la pénalité. On va essayer d'amener un nouveau défi physique. On trouve la touche à quelques 100 mètres de la ligne. Voilà, intérieur, regardez toujours cet engagement physique. Alors, les Castrés demandaient que soit sifflé des plongeurs, mais comme la position d'hors-jeu était préalablement signalée par l'arbitre, on revient sur une touche avec un lancer pour Perpignan et pour Cognac. Regardez les dernières secondes de cette première période. Le moment idéal pour marquer pour l'USAP qui vient pousser à 5 mètres de la ligne. Bonne prise de Pradal. Le môle de l'USAP qui s'organise. Oh là là, ça va partir sur le fermé. On progresse. Monsieur Dumais bien placé. Voilà, oui, et il y aura mêlé à 5, non? Oui, il y aura une mêlée à 5 avec une introduction pour Perpignan. Alors là, on va voir si les Perpignanais vont être forts puisque les Castrés se doivent absolument d'anéantir cette mêlée afin de ne pas risquer de prendre de nouveaux points. À l'introduction, Jacques Basset pour l'USAP. Ouh là là, ça se départ de Thomas Lièvremont. Il est bien pris par la troisième ligne de Castres, mais parvient à libérer son ballon. Non, ils l'ont perdu. Il a perdu le ballon. Thomas Lièvremont. Castres va pouvoir se dégager. Hors jeu des attaquants de Perpignan. Ouais. Et pénalité pour Castres. Ouais. Elle tombe bien celle-là pour les Bleus et Blancs. Ça leur fait du bien. Ils vont pouvoir se dégager. Ici Jérôme Pradal. Les arrêts de jeu de la première mi-temps. 12-0 pour l'USAP. Rien n'est fait encore dans ce quart de finale. Et ça ramène à trouver une touche, somme toute valable. Oui, là on perd le ballon. Ballon récupéré, on a vu de suite sur la gauche deux Perpignanais qui étaient en position hors jeu. Attention, ce ballon m'a pas bien gagné. Sur le rouge. Oh là là, il y a pénalité. Rouge sans ballon. Pénalité contre Castres. Obstruction, on voit le geste, obstruction. C'est-à-dire qu'un Castré a défendu illicitement sur un Perpignanais qui n'avait pas le ballon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va la tenter. Eh bien on va la tenter. Bah oui. Ça va être très certainement la dernière pénalité que Perpignan aura l'occasion de tenter lors de cette première période. Ben là ils ont bien raison. Regardez le drapeau de Coin là, vous voyez le drapeau au 22 là. Il y a du vent. Mais là ça permet de gagner du temps et de finir tranquillement une première période où les Catalans ont marqué et où les Castrés n'ont pas marqué. Et on a vu le joueur battu, le joueur castré qui a été pénalisé. On a changé de buteur, c'est pas Laurent Saliès là, mais c'est le droitier Gérard Bastide, l'arrière, qui va tenter cette pénalité. Ah, le maître artilleur Belot n'est plus là. Et le ballon s'élève, il va passer à côté. Et Castagnède aplati. Voilà, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Le score 12-0 pour l'USAP de Perpignan. Pierre va essayer d'attraper l'un des acteurs sur le chemin du retour au vestiaire. Et sur l'ensemble donc des deux matchs, pour l'instant, avantage de 6 points aux Catalans. Pierre. Oui, avec Thomas Lièvremont. Thomas, après l'incident et la sortie de Benoît Belot, on croyait Perpignan en grosse difficulté et c'est tout le contraire qui s'est produit. C'est vrai que c'est dommage pour Benoît qui, je crois qu'il s'est fait très mal, mais le jeune Laurent Saliès se remplace à merveille. Je crois que Benoît va nous manquer, mais on va essayer de compenser et gagner pour lui. Voilà. Si. Gagner pour lui. Gagné pour ce Benoît Belot qui a quitté ses compagnons en tout début de match. On va revoir ici le deuxième essai inscrit par Laporte après l'intervention décisive d'Alwin Joubert, un relais de Thomas Lièvremont, et Hervé Laporte qui passe la ligne après l'essai de Grégory Tutard. Ah, car ils jouent, les Perpignanais, ils jouent beaucoup, ils font du très beau jeu. Pierre, oui. Oui, je suis avec Hugo Mola. Hugo, cette première période, elle a été très très difficile pour les Castrés. Je crois qu'on s'attendait à ce genre de pressing et à ce genre d'accueil, et puis on n'a pas su relever le défi physique et de l'engagement. Je crois que
12-0, c'est un moindre mal. Maintenant, à nous de montrer qu'on est capable de relever le défi. Maintenant, c'est un match de phase finale chez quelqu'un qui, on le savait, est très fort avec un public derrière. Et vous, individuellement, comment ça s'est passé? Moi, très bien, je risque pas de me faire mal puisque j'ai pas touché un ballon. Mais je crois que c'est dommage. On joue petit bras, il faudrait qu'on joue plus pour pouvoir défier cette équipe qui m'impressionne énormément. Merci Hugo. Serge, est-ce que finalement le secret, on va revoir l'occasion d'essai de Castres. Oui. Castagnède pour Oé à escale là-bas à l'extérieur. Voilà. Et il n'arrive pas à assurer la passe parce qu'il a été plaqué. Oui, on joue petit bras, disait Hugo Mola. On a envie de dire, pour gagner dans ces phases finales, il faut jouer. Oui, il faut jouer effectivement, mais pour pouvoir jouer, il faut avoir des ballons. Et on peut dire très sérieusement que les Castrés, pendant les 20 premières minutes de cette mi-temps, de cette première période, n'ont pas eu un seul ballon. Ils ont raté 3 lancers en touche sur leur propre lancer. Ils n'ont récupéré aucun ballon. Derrière ça, il est toujours difficile de pouvoir occuper le terrain. Par contre, très sérieusement, ils se sont très bien repris. Ils ont raté la seule occasion qu'ils n'auraient pas dû rater, qui aurait pu leur permettre de retrouver un moral d'enfer. Et c'est vrai que par rapport à tout ça, derrière, il y a un public qui pousse une équipe et que cette équipe est formidable aujourd'hui. Voilà le premier essai du match inscrit par l'ailier Grégory Tutard. On vous disait au cours de cette retransmission que les Perpignanais, leurs entraîneurs Yardé Texidor, s'expirent énormément du Super 12. Eh bien, du Super 12, on va en parler tout de suite. Le temps juste de revoir le deuxième essai inscrit par Hervé Laporte après le travail d'Alwin Joubert. Voilà qui est fait. Voilà Laporte. Donc un essai de Tutard, un essai de Laporte, le score est de 12-0, rien n'est fait dans ce quart de finale. On parlait du Super 12, on va le voir avec le résumé des essais de la dernière journée, préparé, commenté par Pierre Buet, le Super 12. Depuis quelques semaines, on savait les Blues d'Auckland en pleine forme. Ils sont aujourd'hui carrément irrésistibles. Personne ne pourra dire le contraire et surtout pas les joueurs sud-africains des Western Stormers, humiliés lors de la 9e journée, 74-28 par l'équipe de Graham Henry. Les Blues ont tout réussi dans ce match. Ils ont tenté les gestes les plus audacieux. Quelques exemples, cette passe en une fraction de seconde de Stensness à Carter pour l'essai de Ronnie Clark. Mark Carter, justement, 3e ligne des Blues, qui se montre tout au long du match plus vif et plus rapide que les meilleurs 3/4. Carter, qui conclut ici son 2e essai de la partie et qui en ajoutera un 3e un peu plus tard. La défense si hermétique qu'elle pousse sans cesse l'adversaire à la faute, dont tous savent profiter, à l'image de Carlos Spencer. Regardez. Et puisque l'on parle de gestes et de défense, que dire de ce plaquage d'Ronnie Clark sur Percy Montgomery? Juste qu'il permet à Joël Evidiri d'ajouter un essai supplémentaire. Et ça n'est pas fini, loin de là, sur cette action. Admirez la passe vissée du talonneur remplaçant Paul Mitchell. Il saute 2 joueurs et envoie Joël Evidiri inscrire son 2e essai. Une autre passe encore, celle de Robin Brook, 2e ligne, empruntée au quarterback de football américain. À la réception, Mark Carter, encore lui, pour un 3e passage dans l'embut sud-africain. Parfaite après-midi d'automne, dira ironiquement la presse néo-zélandaise, et si le record du nombre de points marqués dans un match du Super 12 n'a pas été battu et reste la propriété des Sharks, avec 75 points marqués contre Otago l'an passé, jamais une équipe n'avait inscrit 11 essais dans une rencontre de Super 12. Par fin de revanche à Canberra où les City Brumbies accueillaient les Wellington Hurricanes, les deux équipes s'étaient rencontrées en demi-finale du Super 12 97 et c'est les City qui l'avaient emporté. Après le premier essai de Finnegan et une belle domination des Australiens, l'histoire semblait vouloir se répéter. Mais le temps de fourbir leurs armes, les Hurricanes vont rapidement écarter cette hypothèse. Après ce regroupement, Preston écarte sur Bachop. Puis Yeremia, enfin Telea, qui feinte la passe et prend le trou. Qu'à faire d'un geste défensif superbe, circonvient Alex Telea avant de le plaquer au sol, mais trop tard, l'ailier néo-zélandais a déjà donné son ballon et c'est Martin Leslie qui aplatit dans l'embut.
Les Brumbies répliquent aussitôt sur cette touche à 5 mètres. Langford capte le ballon à 2 mains. Il est mis au sol. Ce ballon va sortir pour Gregan. Le demi de mêlée australien combine avec Owen Finnegan pour le deuxième essai du flanqueur de Leigh City. Dans les arrêts de jeu de la première période, toujours au même endroit, avec une mêlée à 5 mètres cette fois, Gregan écarte grand côté pour Knox, un relais avec Larkham et Joe Ruff en bout de ligne apporte la touche finale. À la mi-temps, les Brumbies mènent 19-16. Joe Ruff, on le retrouve après le repos pour un nouvel essai, moins dans le style habituel de l'ailier des Brumbies. Ici, c'est en force, avec l'aide de ses petits camarades qu'il marque. Et pendant ce temps, que faisait Christian Cullen, l'arrière des Wellington? Il attendait tout simplement son heure. Elle sonna en toute fin de partie, alors que Leigh City menait de 4 points. Cullen, encore une fois décisif, pour une victoire ric-rac de Wellington, 32-29. Hommage à Kitch Christie, juste avant la rencontre qui opposait les Coastal Sharks aux Waikato Chiefs. Un match qui a vite tourné à la démonstration de force des Sharks pour l'autre correction du jour. En effet, Gary Teichmann et ses partenaires ont infligé un sévère 52-18 aux Chiefs. Un homme s'est distingué dans cette partie, l'ailier gauche des Sharks, Stéphane Terblanche. À lui seul, ce jeune espoir de 22 ans a signé 4 des 7 essais inscrits par son équipe. Avec 9 essais sur l'ensemble de la compétition, Terre Blanche est actuellement le meilleur marqueur de ce Super 12. Totalement inconnu, avant le début de saison, cet ailier venu du Bolland est déjà sur les tablettes de Nick Mallett, l'entraîneur des Springboks. Voici le dernier essai de Stéphane Terblanche dans cette partie. Avant de découvrir le classement, un détour par Brisbane, juste pour saluer la victoire du Queensland face aux Northern Bulls, 28-15. Un succès acquis grâce notamment à un doublé de Ben Tune, l'ailier des Wallabies. Voici ces 2 essais inscrits après la mi-temps. Les Australiens conservent de bonnes chances de se qualifier pour les demi-finales. Au classement, pas ou peu de changements. Auckland reste bien évidemment en tête devant les Coastal Sharks. Derrière, ils sont encore 6 à batailler pour une place en demi-finale. Sean Fitzpatrick, le légendaire capitaine des All Blacks, a annoncé cette semaine qu'il mettait un terme à sa carrière de joueur. Blessé au genou, il n'avait plus joué depuis novembre dernier. C'était face au Pays de Galles. Fitzy était rentré en cours de jeu pour les 25 dernières minutes de la partie. 25 dernières minutes d'une carrière exceptionnelle. À 34 ans, Sean Fitzpatrick s'en va avec dans sa malle au souvenir 92 sélections et 74 victoires avec les Blacks. Alors d'abord, toutes nos excuses pour tous ceux d'entre vous qui ont attendu en vain le Super 12 dans l'équipe du dimanche dernier. On n'avait pas eu le temps de le passer. Vous verrez demain aux environs de minuit Canterbury contre Otago. Grosse info pour les amateurs de sport, ce soir 22h15, il y a de la boxe, 2 championnats du monde où seront engagés 2 Français, Fabrice Thiozo et Ashtin Cherifi, en direct sur Canal, 22h15 ce soir. Puis je vous rappelle notre rendez-vous de rugby, demain 14h35 pour l'autre quart de finale retour que nous diffuserons, Colomiers-Narbonne. Les joueurs sont sur la pelouse, ça peut repartir, monsieur Dumais. Oui, si on va profiter de demander quelques mots à Thierry Merlos. Thierry, votre équipe a singulièrement manqué de ballon en première période. Quel a été votre discours dans le vestiaire pour améliorer cette situation? Oui, tout à fait. Bon, il nous a manqué quelques ballons pour pouvoir jouer. Puis on a essayé un peu de retrouver une unité, bon, de croire un peu plus à ce qu'on fait et d'être entreprenant, quoi. On donne l'impression aussi de ne pas croire tout à fait à ce qu'on entreprend. Bon, c'est gênant. Bon, on espère que la deuxième mi-temps sera de notre acabit pour nous, quoi, hein. Des changements? Oui, seul, il y a Hugo Mola qui est sorti et remplacé par Christophe Lucchio. Merci Thierry. Avec Castagnède qui a fait il a pris un plaquage assez haut. Thomas Castagnède là. Ballon conservé par les Castrés avec Allinger qui sert le talonneur battu. Ils entament bien cette deuxième période. Les joueurs du Castres Olympique, même s'ils ont perdu le ballon, je crois, dans cette mêlée ouverte, et que monsieur Dumais siffle, Serge. Oui, il y a un en avant. Dans la mêlée Perpignanais. En avant au sol. Et il est vrai qu'il a raison, Thierry Merlos. L'entame de cette deuxième mi-temps va être très importante
où les Castrés se remettent de suite dans le sens de la marche et arrivent à concrétiser au moins 3 petits points, ou alors c'est l'USAP qui va définitivement enterrer le clou. 40 minutes pour une place en demi-finale du championnat de France de rugby. L'USAP mène 12-0 et à 6 points d'avance sur les 2 matchs. Et du côté de l'USAP, pas de changement. Merci Pierre. Alors qu'il y a une grosse pression en mêlée et que monsieur Dumais va être obligé de la faire refaire. Elle est gagnée par les Bleus, on la remet bleue. Et on a vu des Perpignanais qui sont revenus avec une ardeur démonstrative lors de la mêlée. Alain G pour Séguier Saramea qui poursuit au pied sur l'aile de Philippe Escal. Saramea devancé par son vis-à-vis Bastide qui contre-attaque aussitôt en allant au contact sur Philippe Escal. Thomas Lièvremont est là au soutien sur le côté fermé, libère bien son ballon avec une échappée de Basset. Jacques Basset qui retrouve du soutien derrière nous. Dommage. Ballon que n'a pas pu capter Tutard, il y a un petit en avant castré et monsieur Dumais siffle. Heureusement. Il avait une touche précédemment. Alors on va voir. On voit le départ de Basset. Et là, regardez. Hop, oui, c'est une zone d'ombre. Il a mis juste le pied sur la ligne. Et le public du stade Gilbert Brutus qui donne de la voix en ce tout début de deuxième mi-temps, sachant que son équipe peut peut-être creuser l'écart d'entrée. Lancé pour Christian Batut, le talonneur de Castres. Et pour Gouragne sur la forgue. Et Moll de Castres. Transformé vite en mêlée ouverte, ballon qui ressort pour Séguier. Et Benoît Bellon est venu s'installer à côté du banc des entraîneurs. Allez, ballon bien haut. Tapé par Castagnède, récupéré par Castres. Par Oé, puis Pradal qui récupère. Jérôme Pradal qui en a profité. Mêlée ouverte pour Perpignan, Majoral accroché par Dallariva. Mis au sol sur la ligne des 40. Ça ressort pour Basset. Bousculé par Gouragne. Est-ce que l'avantage va profiter? James qui repart au ras. Bonne série, bonne séquence catalane. Basset qui écarte. Saliès, Thomas Lièvremont. Thomas Lièvremont qui échappe au plaquage de Bédé, qui se faufile comme un trocard dans l'être repris par Dallariva. Les Catalans sont rentrés dans les 22 de Castres. Il y a pénalité pour eux en plus. Troisième faute au sol contre Castres. Et Thomas Lièvremont qui est venu impulser l'attaque de l'USAP en échappant à Bédé. Ouais, il est fort, monsieur Lièvremont. Regardez, il fait l'effort de suite. Il libère son ballon, il le met à la disposition de ses partenaires. Le leader exemplaire de cette équipe de l'USAP, orpheline de Benoît Bellot, mais qui prouve, comme le disait Yardé tout à l'heure, que c'est vraiment un groupe de 25 joueurs. Et que même sans leur demi d'ouverture titulaire, ils arrivent à continuer à produire le même style de jeu et on peut leur tirer notre chapeau. Le coup de pied qu'il ne faut pas rater. Qui permettrait à l'USAP d'avoir 9 points d'avance sur l'ensemble des 2 matchs. Ouais. Laurent Saliès. Et qui obligerait les Castrés à jouer vraiment leur jeu et à marquer obligatoirement 2 fois. Et surtout en ayant un essai transformé. Allez, le ballon s'élève et passe entre les poteaux. Cela fait 15-0 pour Perpignan. Pénalité réussie par Laurent Saliès. Et c'est du délire dans les tribunes de Gilbert Brutus. Il va y avoir du changement, Pierre, je crois. Absolument. Thierry Laforgue va laisser sa place à Maurizio Ricciardo. Le pilier, l'international argentin qui va venir donner un peu de sang frais, apporter du sang neuf à la première ligne de Castres. On revient à la première faute. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Sur le coup d'envoi, en avant du rouge, pas d'avantage, mais les bleus. Mauvaise réception des Perpignanais. Un en avant qui ne profite pas. Monsieur Dumais, pardon. Attendez. Redonne le ballon castré. Allez, Séguier à l'introduction. Écoutez le public qui hurle l'USAP. Séguier, Castagnède, petit coup de pied par-dessus de Thomas Castagnède. Oui, il n'y a personne à la réception. Bastide gêné, récupération de Tutard qui s'échappe. Oh, il est passé à plus. Grégory Tutard qui est passé, qui n'a pas marché en touche. Énorme ce que vient de faire l'ailier gauche de l'USAP. 2 au sol. Et on va écarter avec Saliès qui va jouer au pied là-bas. Mais c'est Cognac et Joubert qui sont à la lutte avec Castagnède. Attention au rebond. Thomas Castagnède qui récupère et qui sort en touche. Ils ont gagné 80 mètres les Perpignanais sur cette action. Quel engagement de ces Perpignanais. On le voit
dans la détermination, dans le défi physique. Regardez ça, voire deux adversaires raffus. Il y a toute la fougue de cette équipe qui a envie de gagner, qui est surtout poussée par son public. Et heureusement que Thomas Castagnède après est allé sauver les meubles. Eh bien, on a vu le visage de Castagnède, on a senti un peu de dépit, un peu d'impuissance. Oui. Alors que Tutard encore fait quelque chose d'énorme. On en avait beaucoup entendu parler, aujourd'hui on a vu Grégory Tutard, on en reparlera donc beaucoup. Lancé Koniec. James pour Bassé. Et c'est Jérôme Pradal qui charge et qui a fait 5 mètres avant d'être stoppé. Mais l'introduction Perpignan dans les 22 de Castres. On est sur la mauvaise pente du côté de Castres. Il ne faut pas subir et surtout il ne faut pas craquer maintenant. S'il y a le moindre point qui est encaissé maintenant, ce sera très difficile de pouvoir revenir. Allez, il faut se reprendre sur la mêlée. Le talonneur de l'USAP n'a pas pu se mettre en mêlée convenablement. Voilà qui est fait. Introduction Bassé. Peut-être pour un départ de Thomas Lièvremont. Et ballon perdu, Ils ont perdu le ballon. L'effort de la mêlée castraise a payé cette fois. Thomas Castagnède pour dégager son camp, il le fait bien. Il le fait bien, Thomas. Sans enthousiasme, mais oui, bien. Oui, on va procéder à 2 changements du côté de Castres. On va changer carrément la deuxième ligne. On fait rentrer Colin Gaston et Laurent Bonventre. Ça fait donc quand même 3 changements dans le 5 de devant. Laurent Bonventre, l'ancien briviste, et Colin Gaston qui avec ses 2,04 m sera le plus grand joueur sur la pelouse. Mais tout ça n'a pas l'air de beaucoup troubler le supporter catalan. Pradal en début d'alignement, encore une fois très sûr. Le Môle de Perpignan. On avance. Le Môle qui progresse dans l'axe. Qui avance toujours. Catalane qui avance, le ballon va être libéré, voilà qui est fait. Saliès pour Joubert qui arrivait lancé à hauteur, qui trouvait le soutien de Plana. Plana qui est rentré dans les 22. Passé encore avec Majoral. Majoral comme une fusée, mais bien mis au sol par Castagnède. Ballon libéré. Pas aussi vite sans doute qu'il l'aurait souhaité. Attention, passer le drop peut-être de Saliès. Non, il est contré le drop de Saliès. Il y aura une mêlée. Mêlée à 5. Mêlée à 5, c'est pas plus mal pour l'USAP. Oui. Ce sont des déferlantes rouges et jaunes auxquelles sont obligés de résister les castrés. Et qui laissent des traces quand même des deux côtés. Des traces des deux côtés. Alors là il y a un blessé côté catalan. On va voir, regardez Majoral. Oui, Majoral, regardez ça. Et toujours Thomas Castagnède, courageux, qui vient défendre. Majoral cherche l'image de l'USAP. C'est une équipe qui a 3 agriculteurs dans son 15 titulaire. Majoral qui disait l'agriculture catalane a été sinistrée, il y a eu du gel, il a perdu lui pratiquement toute sa récolte de pêche. Et il disait ça va se sentir ça aujourd'hui dans la motivation des joueurs, dans aussi l'enthousiasme du public. Et c'est vrai que c'est le moins qu'on puisse se dire que l'ambiance est folle ici et que le public est fier de cette équipe sang et or qui met à mal le Castres Olympique pour l'instant. Mais il est très importante. Et là, les Perpignanais n'ont pas droit à l'erreur, ils tiennent bien. Le ballon est dans les pieds de Thomas Lièvremont qui le ramasse, qui sert son demi de mêlée, qui redonne intérieur sur Dereux. Bonne libération. Ça ressort pour Bassé, il va partir extérieur. Il y a Bassé qui arrive lancé, mais qui a été bien stoppé par la défense. Non. Il y a 2 adversaires. Il y a deux partenaires qui sont rentrés en contact. Le porteur du ballon est allé sur un partenaire qui était devant lui. Donc il y aura une mêlée avec une introduction pour Castres. Les Castrés s'en tirent bien, ils vont pouvoir se dégager. Petit souci d'entrer en mêlée. Décalé, rouge, reculez. Voilà. Il y a pression quand même. Thomas Lièvremont qui dégage bien son camp. Castagnède, merci Eric. On peut se tromper de Thomas. Merci, mais oui. Ils sont aussi bons l'un que l'autre, dans des registres différents. Imaginons que le Stade français se qualifie demain et que Perpignan se qualifie aujourd'hui. Il y aura 2 Lièvremont en demi-finale. Marc Lièvremont à Paris et Thomas Lièvremont à Perpignan.
Et il peut y avoir aussi 2 autres frères. Si Narbonne et Bègle se qualifient, les frères Berbizier, entraîneurs. Mais de toute façon, il n'y a pas de duel fratricide prévu avant la finale, puisque les équipes ne pourront pas se rencontrer avant le Stade de France. Alors, le remplacement annoncé tout à l'heure par Pierre Buet, Colin Gaston ici avec le numéro 21. Et Laurent Bonventre rentre en deuxième ligne en lieu et place de Jean-François Gouragne et de Thierry Bourdet. Est-ce que cela sera suffisant pour secouer les Castrés? Voilà. On refait un point sur le score. 15-0 pour Perpignan et 9-0 en fait sur l'ensemble des 2 matchs pour l'USAP. Bien cassé par James. Passé Saliès. Saliès Majoral. Majoral a été bien plaqué, mais conserve le ballon. Non, pénalité pour Castres. Castagnette veut la jouer vite. Il a joué vite avec Nicolas Allinger qui s'échappe. Il se coupe un peu du soutien. Allinger se retourne bien au sol pour libérer son ballon pour Séguier. Séguier sur le fermé avec Thomas Castagnette. Castagnette qui sert, qui décale. Là-bas Christophe Lucchio, coup de pied de recentrage de Lucchio. Il y a beaucoup plus de sang et or que de bleu et blanc. Et Laporte a pris ce ballon. Mais elle est ouverte. Le ballon dans l'axe pour se dégager. Voilà qui est fait avec une superbe touche trouvée par Laurent Saliès. On revoit le fermé. Avec Lucchio rentré tout à l'heure à la place d'Hugo Mola. Mais il y avait du Catalan en surnombre. C'était Nicolas Allinger qui avait lancé l'attaque sur une pénalité vite jouée. Les Castrés qui jouent encore sur 2 tableaux, c'est-à-dire qu'ils sont qualifiés en Coupe de France. Ils joueront les quarts de finale une fois que le championnat sera terminé, mais sur la pelouse du Stade français. Non, mais pas sur le déblayage. J'ai vu. Castor. Allez, Thomas Lièvremont reprend sa place dans l'alignement. C'est un lancer Castré. Les Castrés qui vont donc pouvoir s'appuyer maintenant sur les 2,04 m de Colin Gaston pour avoir des bonnes munitions en touche. Allez, battute pour Bonventre. Où on progresse très rapidement sur ce mois. Le ballon doit être libéré. Séguier. Bonventre. Oui. Voilà Allinger qui a eu du mal à bien capter ce ballon. Mais c'est fait. Gaston. Oui. Allez, on chargera. Toujours le ballon dans le camp de Castres. Séguier. Castagnette. Castagnette pour BD. BD qui a trébuché au moment où il cherchait à s'infiltrer dans l'intervalle. Pas de faute, dit l'arbitre qui laisse jouer. Le ballon ressort pour Séguier. Séguier Castagnette. Castagnette accélère, rate poil son coup de pied. Non, c'est pas mal fait quand même là-bas sur l'aile de Lucchio. Bastide, récupération Payard pour Perpignan. Allez, ballon mis à disposition de ses partenaires. Cognier qui charge. Mais elle est ouverte. Passé pour Saliès. Saliès pour Dereau. Sylvain Dereau. Sylvain Dereau qui perce. Sylvain Dereau toujours qui marque peut-être un peu de soutien. Il est repris par Escale. Libère son ballon. Et là, il est là le soutien maintenant. Même si on tarde à sortir le ballon de cette mêlée ouverte, c'est fait maintenant avec Tutard. Tutard pris par Toussaint. Soutien de Thomas Lièvremont. Majoral maintenant. C'est la déferlante catalane dans les 22 de Castres. Est-ce qu'on peut ressortir vite? C'est fait, passé. Le drop de Saliès pour conclure cette phase superbe. 3 points de plus pour l'USAP. 18-0. Le drop de Laurent Saliès. Et ils ont remonté le ballon sur 80 mètres encore, Serge. Oui, avec une charge extraordinaire de Dereau qui a accéléré, qui a mis tout le monde dans le vent, qui est passé dans le dos de la défense castraise, qui a été pris au dernier moment par Saramea. Il a bien libéré son ballon et ça a permis une progression énorme d'une 50aine de mètres de cette équipe de Perpignan. Les Perpignanais qui prennent vraiment l'ascendant maintenant sur les Castrés. Alors qu'il y a un petit souci quand même au niveau arbitral, puisqu'on voit M. Dumais avec son juge de touche. Sylvain Dereau, c'est un joueur que vous ne connaissez pas et qui a joué au PUC, puis ensuite à Argelès avec Thomas Lièvremont avant de venir à l'USAP. Qu'est-ce qu'il appelle là? Pierre Buet, de toute façon, qui va le suivre de près. Il appelle 2 joueurs. Oui. Il l'a vu. C'est vous. Alors Dallariva. Deuxième faute, c'est lui. On joue la règle de l'avantage. Qui se tient le nez, c'est Renaud Payard. Parce que la première faute vient de vous. D'ailleurs, et peut-être va peut-être sortir pour laisser sa place à Pascal Meillat. Pour l'instant, il y a peu de risque de match nul, mais Payard a eu un carton jaune au match aller.
Si jamais il en reprend un, il aura des matchs de suspension qui, en cas d'égalité, vous connaissez le système, pourrait pénaliser l'USAP. Je ne vois pas M. Dumais sortir de carton jaune. Il s'est contenté d'avertir les deux joueurs. Le jeu va pouvoir reprendre. On vous rappelle le score ici à Gilbert Brutus. Perpignan 18, Castres 0. Sur l'ensemble des deux matchs, 12 points d'avance pour Perpignan. Il faut maintenant 2 essais transformés à Castres pour aller en demi-finale. Regardez, dépité Thomas Castaignède. Thomas qui essaie de comprendre, et c'est vrai que M. Dumais ne se trompe pas. Il est excellent cet après-midi, M. Dumais. Il arbitre à la perfection. Servi bien sûr par 2 équipes qui s'engagent totalement. Bassé, Saliès derrière ses 22. Ça trouve la touche. Il trouve la touche. Bravo pour le remplaçant de Benoît Bello qui a eu un costume difficile à endosser aujourd'hui, comme ça en plus en tout début de match. Dans un match aussi important, un énorme enjeu devant les caméras de la télévision et avec la plus grosse assistance depuis bien longtemps à Perpignan. Regardez cette tribune là-bas en face, archi bourrée de supporters de Perpignan qui hurlent. Lancé en fond de touche, gagné par Allinger. Allez lancer l'attaque bien avec Saramea qui est venu s'engager à grande vitesse mais qui est tombé sur Sylvain Dereux qui l'a bien plaqué. Le ballon ressort pour Séguier. Séguier Castaignède. Castaignède qui ne passe pas la défense de Perpignan, veille au grain. Séguier quand même ressort ce ballon avec Colin Gaston qui charge, qui est retourné et qui a peut-être perdu le ballon. Il l'a perdu, récupération par les Perpignanais. On repart à la charge. Toujours ce défi physique. Autant des avants que des 3/4. Saliès qui joue avec attention, ce coup de pied qui est récupéré par Lucio. Lucio bien fait sur l'extérieur avec Oé, mais la défense catalane est en surnombre encore une fois autour du Noël international. Jean-Marc Oé qui est coincé dans cette mêlée ouverte et qui récupère le ballon. Et oui, parce que la défense progresse et met à mal l'attaque castraise. Regardez ça, il y a toujours 2 Perpignanais pour un Castré. Progression de la défense, donc on va leur donner le ballon sur l'introduction. On arrête. Image de l'impuissance castraise, Thomas Castaignède bien pris par la défense de Perpignan. Lui qui a su tant de fois faire basculer le match en faveur de Castres, notamment lors de ce match décisif de la dernière journée des matchs de poule contre la section paloise au stade Pierre-Antoine. Aujourd'hui, pour l'instant, Thomas Castaignède n'est pas passé, mais une équipe ne peut pas se reposer sur un seul homme. Et si Castres ne se qualifie pas, elle est rouge. C'est sûr que ce ne sera pas sur Thomas Castaignède qu'il faudra tirer. Voilà. Enfin, il y a 12 points. Pas encore un écart fini. Parce qu'il suffit qu'il marque un essai, les Castrés, et ils seront tout prêts. Après, Joubert. Aloïd Joubert, il a été pris, puis relâché, il s'est encore échappé. Le ballon a été récupéré. Gagné par les Castrés. Monsieur Dumais avait sifflé. Il y a un en avant. Il y a un en avant rouge, ça ne profite pas. Donc il y aura une mêlée avec une introduction à Frédéric Séguier. On parlait de l'engouement du public, Serge. Une précision, les 2/3 de l'effectif, mais de l'effectif au complet, de plus de 30 joueurs de l'USAP sont catalans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les supporters ici se reconnaissent dans leurs joueurs, ce qui permet toujours la communion assez exceptionnelle qui existe ici entre l'équipe et ses joueurs. Pénalité jouée vite par les Castrés, 10 mètres de plus, dit Monsieur Dumais. Séguier temporise. Allez, il faut jouer. Allez, c'est parti. Battu. Charge des avants de Castres. Perdu. Récupération Majoral qui lance lui le contre de Perpignan en libérant bien ce ballon. Saliès pour Didier Planard qui se couche, qui libère, ça repart. Saliès cette fois par-dessus, il a bien vu le demi d'ouverture de Perpignan. Saramea piégé par le rebond avec Escal qui se fait arracher le ballon des bras par Bastide. Ballon catalan, Bassé, Dereux encore. Bien pris cette fois, mais se retourne. Et pénalité. Position d'hors-jeu de la défense castraise. On va la tenter, il faut la tenter du côté des Perpignans. À chaque fois que les Perpignanais récupèrent le ballon, ils sont incisifs, ils mettent un coup d'accélérateur, on sent toute la puissance qui se dégage. Ils se battent comme des beaux diables, regardez-les. Et c'est vrai que cette position d'hors-jeu était réelle. Alors dans notre commentaire, on a tendance à beaucoup s'enthousiasmer quand Perpignan attaque, mais Perpignan joue tout simplement. Et c'est vrai qu'on s'enthousiasme en voyant ces vagues d'attaque de Perpignan qui a un nouveau blessé puisqu'on fait signe de remplacer Sylvain Dereux. Très en vue
pendant ce match et qui est blessé ici à la régulière et sur le plaquage de Colin Gaston. En espérant que ce ne sera pas grave si Castres doit poursuivre son chemin, si Perpignan doit poursuivre son chemin dans ses phases finales. C'est une équipe de Perpignan très séduisante que l'on voit, qui pratique un jeu remarquable et qui provoque naturellement l'enthousiasme des commentateurs. Alors de ressort. Il est fatigué. Bon, en tout cas, il n'est pas blessé gravement. C'est la fatigue. Changement donc en troisième ligne à l'USAP, Pierre Buet. Oui, c'est Bernard Gouta qui va entrer dans une ambiance invraisemblable. Bernard Gouta à la place de Sylvain Dereux, alors que Laurent Saliès s'apprête à tenter cette pénalité qui mettrait Perpignan hors de portée, Serge, pratiquement, parce que ça ferait 15 points d'avance. Voilà, après il faudrait vraiment qu'il y ait des concours de circonstances, il faudrait marquer 3 fois. Et les Castrés n'ont été en position de marquer qu'une fois dans ce match. Et le ballon passe entre les poteaux. Ça passe. Pénalité de Laurent Saliès. Le score ici à Gilbert Brutus. Oh, il n'y a même pas besoin de le donner, il suffit de regarder le public. Perpignan 21, Castres 0. Sur l'ensemble des 2 matchs, Perpignan mène de 15 points. Regardez la joie de Laurent Saliès, qui s'accomplit formidablement de sa tâche. Récupération majorale sur le coup de pied de renvoi. Ils sont présents partout, les Catalans. Allez, mêlée ouverte. Bassé. Saliès. Saliès. Énorme coup de pied de Saliès qui va rebondir dans les 22 de Castres. Il va trouver la touche peut-être, non? S'il trouve la touche dans les 22 ou en ballon mort, il peut y avoir mêlée au départ. Mêlée au départ du coup de pied. Alors on va la suivre cette mêlée. Oui, Pierre. Oui, je suis aux côtés de Sylvain Dereux. Sylvain, vous êtes sorti du terrain en disant c'est fantastique de jouer aujourd'hui, c'est très enthousiasmant. Ouais, on savait que le stade serait plein aujourd'hui, on ne se fait pas de soucis pour ça. On savait qu'ils étaient venus pour nous voir faire du jeu, c'est ce qu'on a fait depuis le début du match. Il faut continuer, les Castrés ne se déplacent pas très vite, il faut continuer à les déplacer. Je crois que ça va passer. Merci beaucoup. Comme toutes les équipes, Perpignan est en train d'essayer de recruter en ce moment. Imaginez les joueurs contactés qui voient cette ambiance dans ce stade, alors que les Castrés, Saramea pour Escale. Escale retrouve le soutien de Séguier. Séguier qui croise encore avec son arrière, qui est pris entre 3 Perpignanais. Le ballon qui va essayer de vite sortir pour Séguier. Séguier, Castagnède allonge sa passe pour Oé. Interception. Il va Louis Joubert peut-être qui va le marquer, à moins que Castagnède est le seul à le poursuivre, et il n'y arrivera pas Thomas. Et à Louis Joubert, le 3/4 centre, le 3/4 aile sud-africain qui signe le triomphe de Perpignan. Un essai de 80 mètres, la désespoir de Thomas Castagnède qui ne sera pas en demi-finale avec Castres. C'est fait, c'est fini. L'USAP vient d'achever Castres sur cette interception. Alors qu'on voit une passe allongée et Joubert qui était à l'affût, qui intercepte et qui va faire plus de 70 mètres pour aller déposer le ballon entre les poteaux castrés et surtout pour anéantir toute chance pour que les Castrés accèdent aux demi-finales. Cela fera vraisemblablement 28-0 avec la transformation que l'on attend de Laurent Saliès. Et là voilà, elle passe. Bon, c'est vrai qu'elle était face au poteau. On vous a montré le public. 28-0 pour Perpignan. Un vraisemblable match du 15 catalan qui vient là de profiter de l'une des nombreuses fautes castraises de cet après-midi. Et Alouin Joubert, venu de Stellenbosch en Afrique du Sud, vient conclure le triomphe catalan. Oui, des Castrés qui ont essayé de jouer, d'écarter et donc de mettre du mouvement, et ils se sont fait prendre leur propre jeu à cette fin de partie. 28-0. Allez, ballon récupéré par Perpignan, on progresse. Ça va être un festival, la charge de Jérôme Pradal. Ils sentent plus la fatigue, ils sont déchaînés. Ballon récupéré par Castres. Allez, Monsieur Dumais arrête le jeu. Ça serait dommage de ternir ce match par des mauvais gestes. Alors que tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Voilà, c'est sûr que de toute façon le moral côté castré ne va plus y être. Allez, il faut au moins marquer un essai.
Allinger, départ de capitaine Castré au ras de sa mêlée avec le soutien de Dallariva. Voilà. Bonne progression. Hors jeu. Alors il y a la troisième faute contre les Perpignanais. Tout à l'heure on ne nous a pas signalé la deuxième parce que Séguier avait joué rapidement sur un coup franc. Ça fait 3 partout alors sur les fautes au sol. 3 fautes partout. Prochaine carton blanc. D'un côté ou de l'autre, la prochaine faute au sol signifiera qu'il y aura un joueur exclu du terrain. Allez, lancé sur la ligne des 22 de Perpignan pour Christian Batut. Non, tiens, on change de lanceur. Comme il y a quelques années, c'est Frédéric Séguier qui va lancer le demi de mêlée. Oui, et Olivier Olibo devrait rentrer à la place de Jérôme Pradal en deuxième ligne. Merci Pierre. Séguier pour Escale. Philippe Escale s'engage franchement dans la défense de Perpignan. Il a été bien stoppé. Le ballon qui ressort pour Dias. José Dias au ras. Oui. Soutiennent de bon ventre. Ils sont plus qu'à 5 mètres de l'embut de Perpignan, les Castrés. Séguier pour Escale encore. Escale lâche le ballon sur le plaquage. Ballon récupéré par les Perpignanais. Saliès dégage. Il dévie son coup de pied. Parfait, il renvoie les Castrés. C'est dommage cette faute sur le plaquage de la défense perpignanaise. L'attaque castraise doit maîtriser, doit essayer de mieux maîtriser sa position de balle. Regardez. C'est Escale qui est allé au contact et qui a subi le plaquage. Alors changement annoncé par Pierre Buet, Olivier Olibo à la place de Jérôme Pradal qui sort sous les acclamations avec le sourire et l'accolade à Alain Yardet. Là voici Olivier Olivo. Parce que maintenant les coachs Perpignan pensent déjà à la demi-finale de samedi prochain contre Colomiers ou Narbonne. Réponse demain sur Canal. Allinger en fond d'alignement. Reggiardo, Séguier, Thomas Castagnède pour Jean-Marc Coé. Mais entente encore dans la ligne d'attaque. Récupération Gouta pour Perpignan. Gouta qui n'a pas pu servir à l'extérieur là-bas, Joubert. Mais les Catalans sont revenus dans le camp de Castres. Allez, on défie encore Olibo justement pour l'un de ses premiers ballons qui charge. Oui. Progression des Perpignanais. Le ballon le sera rendu. Et on voit toute l'agressivité de la défense qui récupère des ballons. Et on remonte le terrain. Regardez. Un plaquage, 2 plaquages, le soutien est là. Et il y a 3 Perpignanais, 4, 5 pour récupérer, pour repartir. Introduction Bassé. Bassé pour Joubert. Alouette Joubert. Difficile à arrêter, mais sa place a été interceptée. Ballon récupéré, Séguier, Castagnède, par-dessus. Petit coup de pied par-dessus. Le ballon peut-être, non, c'est Laporte qui le devance. Laporte qui échappe au plaquage. Encore échappé à un autre plaquage. Là, il a été bien pris cette fois. Mais le ballon devrait ressortir pour les Perpignanais. C'est fait avec Cognac. On progresse encore, ballon libéré. Passé, Saliès, Tutard. 3 Castrés pour arrêter Grégory Tutard. Et maintenant encore un relais de Olibo. Oh, c'est impressionnant. Oui, c'est une déferlante. Saliès pour Bastide. Encore en contact, on libère. Et les Castrés qui plaquent. Saliès, attention en difficulté. Il n'a pas pu contrôler le ballon. Récupération castraise. Allinger, peut-être un contre pour aller au bout. Allinger qui s'arrache. Il va y avoir l'essai de Nicolas Allinger qui va aller marquer malgré le retour de Joubert qui s'est accroché au passage avec Lucchio. Essai de Nicolas Allinger entre les perches et Monsieur Dumais se précipite pour séparer Lucchio et Joubert. Allinger qui se bat et qui est méritant et qui est récompensé de sa vaillance. Au revoir. Il a échappé un plaquage, 2 plaquages, il accélère. Et il a une belle pointe de vitesse en plus, là, Nicolas Allinger, qui aura marqué un essai à l'aller, un essai au retour. Et il s'est battu, il a été présent tout au long de cette rencontre, Allinger. Attention à la transformation de Thomas Castagnède qui passe entre les poteaux. Cela fait 28-7. 28-7
7 le chrono. Il reste 10 minutes dans ce match. Sur l'ensemble des deux matchs, cela fait 15 points d'avance pour Castres. Donc ils sont à l'abri de 2 essais transformés encore. Il n'y a pas, pour Perpignan évidemment, il n'y a pas le feu encore dans la maison. À moins que Castres marque sur le coup d'envoi ou de suite. Mais à voir l'attitude des Castrés, on sent quand même que pour eux l'enfer est entendu. Eric? Oui, Pierre. Oui, à côté de Christian Gageant. Christian, les premiers points de votre équipe marqués, est-ce que c'est encore possible de revenir au score? Non, je ne pense pas. On est aujourd'hui dominé dans tous les compartiments du jeu par une très belle équipe de l'USAP qui nous donne une leçon de rugby et je crois que ce serait complètement immérité qu'on gagne ce match. Merci Christian. Voilà, grande sportivité. Hein. Oui, de Christian Gageant, alors que Thomas Lièvremont remonte ce ballon. Passé pour Saliès. À l'intérieur, Saliès pour Cognac, le talonneur qui s'arrache avec le soutien de Gouta. Et ça continue, regardez ça. Saliès pour Joubert. Alouine Joubert qui fait de la passe. Qui répète, et c'est d'Alouine Joubert. Le deuxième essai dans ce match pour Alouine Joubert. Le Sud-Africain qui sera bientôt naturalisé français pour la plus grande joie de l'USAP. Ouais, après une accélération, regardez Joubert, il accélère, fête de passe, crochet intérieur une fois, crochet intérieur une deuxième fois, il rafute et il essaie d'aller derrière la ligne, il y arrive. Voilà le 4e essai de Perpignan dans ce match. Ils nous promettaient du jeu complet, les entraîneurs de l'USAP. Eh bien, on l'a vu. Regardez Thomas Lièvremont. La transformation de Laurent Saliès. Et le passe entre les poteaux. C'est la confiance qui revient pour tout le monde. Et cela fait 35 points à 7 en faveur de l'USAP. L'USAP qui n'avait pas été en demi-finale du championnat de France depuis 1982. Ils avaient perdu cette année-là contre Agen, futur champion. Et la dernière finale de l'USAP, perdue contre Béziers en 77. Et le dernier titre en 1955. Vous pouvez donc vous rendre compte combien est forte l'attente des supporters catalans, absolument déchaînés depuis le début de l'après-midi. Et il faut dire qu'ils ont une équipe qui peut les enthousiasmer. Oui, une équipe qui au départ de la saison n'était pas donnée dans les favorites, on peut vous l'assurer. Et une équipe qui a... Faute de mer. Oui, monsieur Dumais l'a vu. Pierre, il y a eu des changements. Oui, une équipe qui a changé de demi-mêlée du côté de l'USAP, puisque Jacques Basset a laissé sa place à Christophe Perarnaud. Et on fait tourner l'effectif, on va économiser les forces pour samedi prochain. Oui, on vous disait qu'en début de saison, il n'était pas du tout donné favori. Et puis au fur et à mesure que la saison avançait, surtout avec une première surprise en allant gagner à Pau lors de la première journée, et bien tout ça a revigoré cette équipe, cette ville, ça les a mis sur les rails. Ils ont fait match nul 32-32 au Stade Français, un match qu'ils auraient très bien pu remporter. Ils ont atomisé Bourgoin sur leur pelouse d'Aimé Giral et ils ont joué toute la saison ce jeu très ambitieux qu'ils pratiquent sous vos yeux aujourd'hui. Coup franc que joue vite Perarnaud, un peu trop vite d'ailleurs. Non, on n'était pas 10 mètres. Voilà, regardez. Voilà, Christophe Perarnaud qui vient donc de remplacer Jacques Basset à la mêlée. Je vois aussi Pascal Meillat avec le 21 qui est rentré là. On va jouer le coup franc et ensuite je crois qu'on aura une interview sur le bord de la pelouse. On va suivre d'abord la énième charge catalane de l'après-midi. Oui, Eric, on peut peut-être... Juste une seconde, Pierre, on va suivre la fin de l'action. Saliès pour Joubert. Bien plaqué à l'entrée des 22. Récupération de Castres qui va essayer de contrer, surtout sûrement avec Thomas Castagnette. Il ne sait pas trop où aller, Thomas. Il trouve là une solution avec BD pour Oé. Escale est pris, le soutien là de BD. Il l'a vu, monsieur Dumais. Pierre sur le bord de la pelouse. Oui, je suis avec Jacques Basset. Jacques, c'est la victoire du jeu, de l'enthousiasme, de la spontanéité aussi. Ah ouais, je crois que c'est clair, ouais. Il n'y a qu'à voir le score. Je crois que nous, on a toujours voulu faire du jeu depuis le début de la saison. Et c'est pas parce qu'il y a un enjeu important, puisque c'est une place en demi-finale, qu'il faut pas jouer, il ne faut pas prendre du plaisir sur le terrain. Je crois qu'on le prouve aujourd'hui. Merci beaucoup. Compensé. Merci. Alors il y a des changements.
Philippe Capelleri par exemple qui rentre à la place de Stéphane de Bezombe, le pilier droit, et la sortie aussi du Gérard Majoral remplacé. Regardez ça, la stat est fabuleuse. La stat est fabuleuse. Regardez, 80 plaquages pour les Castrés, 44 pour le Perpignanais. Ça veut dire que Perpignan domine, mais domine outrageusement. Tutard, Fournier rentré à la place de Majoral. Gouta, quel enthousiasme, quelle volonté et quelle détermination pour jouer, encore jouer, même si là ils sont pénalisés. Oui, pénalité. Il va y avoir très vraisemblablement un joueur perpignanais qui va sortir. Voilà, carton blanc. Carton blanc, oui, pour Bernard Gouta. Donc ils vont jouer à 14. Voilà le chrono. Bon, mais Bernard Gouta, il va pas finir le match. Donc Perpignan va terminer à 14 puisqu'il reste 5 minutes de jeu. Écoutez le public qui crie, on est en demi, alors que Thomas Castagnède essaye de s'extirper de la défense, qui a un en avant de Ricciardo qui peut peut-être profiter aux Catalans. Monsieur Dumais siffle. Eric, oui. Je suis à côté de Gérald Majoral. Gérald, Eric parlait tout à l'heure de votre condition d'agriculteur et à la fois de joueur de rugby. Est-ce que ça vous fait une victoire comme ça, autant d'enthousiasme, autant d'ambiance, ça vous fait oublier les petits malheurs de l'agriculture en ce moment? Ben justement, je crois que dans tous les malheurs qui touchent la région au niveau de récolte des fruits, je crois que le seul rayon de soleil au milieu de cette gelée noire, je crois que c'est l'USAP. Et je crois qu'on est tellement fiers de nos supporters, ils sont tellement fiers de nous que je crois qu'on se doit de maintenir ce rayon de soleil jusqu'au bout. C'est une osmose parfaite entre le public et son équipe. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, c'est une apothéose, je dirais. Et on a beaucoup travaillé et je savais que s'il n'y avait pas plus de 6 points d'écart entre Castres et nous, c'était à désespérer du rugby moderne qu'on veut pratiquer. Je crois qu'aujourd'hui c'est chose faite. Je crois que ça servira d'exemple pour tout le monde et j'espère que ça nous servira aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je ne vous cache pas que pour aller en demi-finale, la demi-finale qui aura lieu à Nîmes, il va y avoir pu avoir un chat dans les rues de Perpignan, alors que Castres ne baisse pas les bras, contre-attaque avec Saramea, puis Lucio maintenant. Lucio bien pris par Bastide, la passe n'est pas arrivée à Saramea. Ballon récupéré, non, ça cafouille. Cafouillage, qui va en profiter? Personne. Monsieur Dumais arrête. Monsieur Dumais arrête le jeu. Pour avoir vu les images du match aller, le Perpignan a joué comme ça aussi à Castres. Oui. Et certains Castrés n'étaient pas mécontents d'avoir gagné de 6 points ce match où les Catalans avaient démontré beaucoup plus de possibilités. Même si on est quand même un poil déçu par la performance castraise et qui a montré, l'équipe de Castres a montré très belles choses cette saison, notamment en éliminant Pau. Mais là, la fougue était catalane. Plus que 3 minutes et Perpignan sera en demi, je parle au futur, mais en fait ils y sont déjà. Allez, Angers contré, Séguier. Allez, un moelle qui progresse du côté de Castres. Le tour. Voilà. Séguier, Escale. Et encore la défense perpignanaise. On progresse quand même. Non, le ballon ne va pas sortir. Monsieur Dumais a arrêté le jeu. Et un ball créé par les Castrés. Le ballon ne sort pas. C'est tout à fait logique qu'on rende le ballon à Perpignan. On a beaucoup parlé du jeu complet fait par Perpignan, en soulignant quand même que la mêlée de Perpignan a bien tenu le choc aujourd'hui, alors qu'elle avait été largement dominée dimanche dernier. Et moralement, ils ont pris même l'ascendant sur certaines phases. Saliès dégage et trouve la touche. Et tout ça en ayant perdu Benoît Bello dès les premières minutes. Mais Laurent Saliès s'est bien chargé de continuer l'œuvre entreprise avec le demi d'ouverture titulaire. Mais il faut dire aussi qu'il ne faut pas être sévère avec les Castrés, même si ils ont l'impression d'être impuissants aujourd'hui. Je crois qu'ils ont en face d'eux une équipe qui est totalement survoltée. La réussite étant là, et c'est vrai qu'avec l'envie qu'on leur connaît, les Castrés devront faire en sorte de passer une bonne intersaison et se préparer pour l'année prochaine. Mais surtout, il faut reconnaître l'extraordinaire match de ces Perpignanais. Castagnède passe dans les chevilles de Saramea. Récupération de Perpignan avec Laporte, repris par Escale, soutien de Tutard. Il va falloir être fort pour empêcher Tutard d'aller marquer. Castagnède s'accroche à lui, soutien de Plana et Sianquer. Le 5e essai de Perpignan.
après-midi. Et Frédéric Séguier et les Castrés sont effondrés. Mais quel beau rugby pratiqué par les Catalans. Espérons qu'ils puissent continuer sur cette voie. À commencer par la semaine prochaine. Lorsqu'ils seront en demi-finale, en tout cas les Columériens, les Narbonnais qui sont devant la télé aujourd'hui puisqu'ils jouent demain, sauront à quoi s'en tenir. Allez, très certainement que M. Dumais, dans sa grande sagesse, va faire taper la transformation et puis et arrêter. Il ferait bien d'arrêter. Voilà, devant Thomas Lièvremont qui demande aux supporters de regagner.